J'ai fait 70% de mon entraînement avec mon fils dans la charrette. Donc en fait, il y avait une connexion entre nous. Moi, toutes les courses que je faisais, c'était des courses pour revenir un peu à la réalité et essayer d'avoir une bouffée d'oxygène dans le quotidien qui était un peu compliqué. Et souvent, la réussite de mes courses était liée à la réussite des examens qu'il avait ou des opérations qu'il avait. Donc j'avais fait une connexion avec ça. Parce que j'avais fait un lien entre sa vie et la réussite de ses courses. Hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Vincent sur le podcast. Salut. Je suis super content que tu aies pu te libérer et qu'on arrive à faire cet enregistrement maintenant, puisque on va un peu parler de ton parcours, mais on va surtout parler d'un truc complètement fou que tu as fait il n'y a pas très longtemps, la PTL, puisque tu y as participé, c'était l'année dernière, hein, c'est ça hein Ouais, en 2021. Ouais. Exact. Et c'est top qu'on puisse échanger maintenant, tu vois, parce que on revient d'un entraînement à Chamonix, donc c'est une course que je fais en août, et on revient d'un entraînement à Chamonix avec Brice et Xavier, et franchement c'était un peu la douche froide, tu vois, le réveil, on s'est dit oh punaise, c'est à ça que ça va ressembler. Donc j'ai plein de questions pour toi, et je pense que ça va être hyper utile pour notre préparation. Donc vraiment merci beaucoup de t'être libéré aussitôt. Non, bah merci à toi, Loïc. Merci à toi, Loïc. J'espère pouvoir y répondre. Après, voilà, je participe une seule fois. Et donc, voilà, mais moi, j'ai quand même. En tout cas, de parler de la PTL, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est une course extraordinaire et c'est un plaisir. Ah bah écoute, Vincent, ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Ouais, bah alors, je suis marié. J'ai deux enfants. Voilà, je suis enseignant actuellement dans un lycée de Poligny, là, dans le Jura. Et voilà, bon, j'ai vécu 10 ans en région parisienne, mais voilà, je suis jurassien de naissance. Hein. Et Ok, voilà, j'ai toujours été par ici. top. Top. Et ben du coup, si on enchaîne tout de suite avec le vif du sujet, cette fameuse PTL, la petite trotte à Léon. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi consiste la course, ses caractéristiques, et puis après tu nous diras comment est-ce que tu l'as découvert, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit allez go, je veux m'inscrire et prendre le départ de cette course complètement folle. Ouais, bah en fait, c'est la pételle, c'est donc la petite trotte à Léon. Hein. Je crois que c'est du nom du boulanger du créateur, je crois. Jean-Claude Marmier, là, je crois qu'il était, c'était un élite du peloton de gendarmerie. Enfin voilà, c'était quelqu'un de hors norme, hein, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et donc c'est lui qui était à l'origine de la course. C'est une des courses de l'UTMB là, avec un format un peu particulier puisque c'est un format en équipe, en collectif. Et voilà, en équipe de deux ou trois, bon, ça dépend des années, mais voilà, en ce moment c'est deux ou trois personnes. Et voilà, bah, les statistiques, les données, hein, c'est 200, bah, l'année où je l'ai fait, hein, c'est 300 km et 25 000 mètres de dénivelé. Voilà, avec une orientation, donc pas de balisage, avec un déplacement donc au GPS en suivant une trace GPS. Et puis avec vraiment la particularité, donc ça dure en général la semaine. Hein. Bon, les meilleurs arrivent en fin le jeudi soir ou le vendredi matin ou le vendredi soir. Mais en général, les autres, on arrive plutôt le samedi ou le dimanche. Donc ça dure à peu près 6-7 jours. Et vraiment, ce qui fait la particularité, c'est que le type de sentier, puisque c'est vraiment beaucoup plus, on va dire, engagé ou beaucoup plus technique, il y a 30% environ de hors-trace sur la course. Donc voilà, c'est évidemment beaucoup moins roulant qu'une course, par exemple, comme l'UTMB, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le même profil. On va dire que c'est plutôt une course de montagnard. Si l'UTMB, c'est une course de trailer, la PTL, c'est plutôt, voilà, typé pour la montagne. Voilà, Ouais. avec un matériel en conséquence, avec des sacs un peu plus lourds. Hein, je crois que les meilleurs, ils arrivent à avoir des sacs de 6 kilos. D'ailleurs, on se pose la question de savoir comment ils font. Et Ouais. nous, en général, voilà, le milieu du peloton, plutôt des sacs on avait 8 kilos, quoi, avec l'eau, 8 kg 5, 9 kilos avec,
ceux qui avaient l'abri de survie. Voilà. Il y a du matériel obligatoire, hein, comme les autres courses de l'UTMB, mais c'est vraiment une course à la marge. D'ailleurs, elle est moins connue que les autres courses de l'UTMB. Elle est un peu à la marge avec une organisation qui est aussi différente, enfin, avec un fonctionnement différent. Il y a un PC course qui suit sur toute la semaine, 24 heures sur 24, avec des bénévoles ouais, qui soit ont déjà vécu la course en coureur, ou soit bah, qui sont pris de passion de cette course parce elle est vraiment hors norme. Ouais. Ouais, parce que chaque coureur a une balise GPS en fait sur le sac, hein, c'est ça? Voilà, ouais, on a une balise GPS bah, pour la sécurité, puis pour le suivi. Voilà, une balise qu'on peut utiliser pour en cas de gros problèmes. Et voilà, elle nous suit toute la course. Bah, c'est surtout pour la sécurité, hein, puisque en fait le PC course nous suit 24 heures sur 24. Et si vraiment il y a un gros problème d'orientation ou on va dans une direction qui est dangereuse, il nous contacte sur nos téléphones ou sur la balise pour nous remettre sur le droit chemin. Par exemple, ben bon, voilà, des fois ça peut prendre un peu de temps, hein. Des fois, on va jardiner déjà quelques heures avant d'être remis sur le droit chemin, ça peut arriver. Et puis après aussi, la balise, elle sert aussi pour les parcours de repli en cas de gros problèmes météo, de conditions dangereuses, vu qu'il y a des endroits qui sont quand même assez engagés, hein. Là, sur Ouais. la PTL 2021, on est passé, je crois, on les a comptés 8 fois plus de 3000 mètres. Donc, bah, il y a deux, trois Ah oui. endroits où on n'a pas intérêt d'y être dans certaines conditions météo. Donc, bah, là, il peut y avoir des parcours de repli. Et là, il y en a un qui a été activé d'ailleurs sur nous en 2021 sur la fin de course. Mais voilà, en fonction des années, il y a plus ou moins de parcours de repli. Mais en tout cas, sur le roadbook de départ, on a tous ces parcours. Et en fonction de la météo, ils nous aiguillent donc grâce à cette balise GPS. Et aussi au téléphone. Ok. Ok. Et côté organisation, tu dirais c'est un format. Tu disais que c'était un format un peu spécial. Ça se passe comment pour expliquer un peu à tout le monde côté ravito, côté est-ce qu'on peut dormir la nuit quelque part au chaud sur la PTL? Comment ça se passe? Alors oui, bon, c'est une course où on dort très très peu, hein. Nous, enfin, moi, les équipes qui m'avaient aidé à la préparer, ils avaient dormi entre 8 et 12 heures, je crois, sur toute la semaine. Et nous, Oh je crois qu'on a punaise. dormi, moi j'ai dormi 11 heures, je crois, puis mon collègue 8 heures. Enfin, bref, enfin, on était trois, mais voilà. Je raconterai plus tard les différentes péripéties peut-être, mais ouais, donc le temps de sommeil est très court. C'est vraiment plutôt des petits moments. Et il y a différentes gestions. Il y en a qui font le choix de faire plusieurs nuits blanches et de dormir une fois un peu plus longtemps. Mais bon, faut pas se leurrer, hein. Sur la course, c'est difficile de dormir plus de 20 heures en ayant un rythme, voilà. Enfin, vu le rythme qu'il faut tenir, c'est difficile. Donc après, bah, pour les lieux, bah, il y a deux bases de vie sur la course. Là, sur l'année 2021, qui était au 130e kilomètre et au 230, je crois, oui, à peu près. Et donc, bah, sur ces bases de vie, on peut dormir. Une salle qui est aménagée pour ça. Donc là, on peut dormir au chaud, il n'y a pas de problème. Et sur tout le reste, tous les points, on utilise les refuges. Donc, soit des refuges partenaires de la PTL, ou soit des refuges. On peut utiliser n'importe quel refuge qui est sur le parcours. Par contre, c'est à nos frais si c'est pas un refuge partenaire. Voilà. D'accord. Et pour les refuges partenaires, on a des tickets, en fait, des tickets voilà, qu'on présente. Et puis voilà, on a je sais plus 4-5 tickets sur la course qui nous permettent d'accéder à ces refuges et d'avoir le repas qui va avec, quoi. Et tout le reste, après, on a une autonomie. Donc ça veut dire que si à un moment il y a une cabane abandonnée ou un refuge, ben voilà, on le fait tous, hein. D'ailleurs, on se passe un peu dans la préparation de la course. Souvent, on se donne des petites indications que certains, par exemple, ont vu des cabanes abandonnées en allant repérer le parcours. Bah, c'est un bon point pour si à un moment on peut être à l'abri en cas d'une météo pluvieuse pour aller dormir un petit coup, faire une petite sieste. Voilà, on essaie de trouver chacun un peu nos petites solutions. Voilà. Il y en a qui choisissent vraiment d'attendre à chaque fois le refuge. Et en fait, on se rend compte sur la course, c'est difficile de tenir. Et voilà, des fois on arrive au refuge, c'est pas le moment de dormir, on n'a pas spécialement envie, surtout qu'on est deux ou trois. Et donc des fois on fait le choix de faire une micro sieste avant, hein, parce que l'endroit est propice. Enfin voilà, c'est un fonctionnement qui est vraiment très propre à chaque équipe. Et voilà, mais c'est sûr que le temps de sommeil est très réduit. Et voilà, on utilise donc les refuges, plus les deux bases de vie, qui sont vraiment là des lieux où là on a le repas plus un endroit pour bien dormir. Voilà. Bon après Ok. c'est tout est relatif, hein, mais voilà, Ouais. Ouais. oui, il y en a eu à la base d'Arola en 2021. Là, il y avait vraiment du monde, donc il fallait attendre un petit peu. C'était compliqué. Donc voilà, des fois c'est pas toujours comme on veut, mais en tout cas, oui, il faut pas. C'est pas en tout cas pour avoir fait. J'ai fait dans mon parcours, j'ai fait deux trois ultras un peu connus, quoi. La diagonale et l'UTMB, bah ouais, c'est pas le confort de la diagonale ou de l'UTMB, clairement. Ouais. Il y a pas de la place partout, il y a pas, il y a pas des gens qui nous accueillent, des podologues, des kinés, des médecins. Non, non, là, on est vraiment en autonomie. Voilà, on est bien seul, mais c'est l'objectif de la course, quoi. Ouais. On a les bénévoles qui s'occupent de nous et qui s'occupent de nous sur les refuges, mais après voilà, faut être autonome. C'est l'objectif, quoi. Et c'est aussi pour ça Ouais. qu'on est à deux ou trois, quoi, pour s'entraider, quoi.
Ouais, moi, c'est ce qui m'avait marqué quand j'ai découvert cette course, c'est vraiment le côté hyper rustique en fait, hein. Ah mais ouais, c'est oui, exactement ça. Bah c'est ce que je décrirais moi. Moi, je sais que c'est ce qui me plaît vraiment dans la montagne ou dans les activités. J'aime bien le côté rustique. Et c'est vrai que bah là on s'y retrouve. Mais là c'est presque même moi qui m'y étais préparé, j'ai trouvé ça vraiment j'ai presque voire difficile. Hein. Il y a deux trois moments où avec mes collègues on se posait la question alors on en fait quand même régulièrement. Hein. J'ai déjà fait des périodes. Je suis déjà parti au Groenland un peu en autosuffisance avec des amis. J'ai déjà fait un peu de ce qu'ils appellent la baroude, quoi. J'ai des copains qui m'ont formé un peu là-dedans. Et donc j'aime bien ça, mais là c'était vraiment très très rustique et ouais, très engagé au niveau. Ouais, c'était très spartiate, quoi, si je peux le dire comme ça. Ouais, Voilà, sur le sommeil, même sur les repas, bon, on a ouais, sur le voilà, il y a des moments, bah, on n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours faim à ce moment-là. Oui, on n'a pas on n'a pas de suivi, c'est très difficile de nous suivre sur la course, quoi. Il y a des courses où, par exemple, bah, ma femme, elle me suit de temps en temps sur certaines courses, hein, sur la diagonale, l'UTMB, la TDS, et ben elle me suit, donc c'est sûr que bah, on peut avoir manger ce qu'on a envie à ce moment-là, on peut, voilà, c'est très confortable, quoi. Et là, sur cette course-là, on l'a pas, quoi, parce que l'accès est très très compliqué pour les suiveurs. Et ouais, on est souvent en haute montagne. Oui, oui, c'est de la haute montagne, quand on est à plus de 3000 mètres, mais il y a toujours plus haut, mais je veux dire, c'est quand même très rustique et engagé. Et donc, il faut aimer ça pour faire cette course-là. Mais c'est ce qui fait le charme de la course, hein. C'est qu'après, ben, oui, d'ailleurs, dans la course, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a pas de classement. Alors, finalement, bon, chacun connaît un peu son classement parce qu'il y a le live drive qui nous suit, mais il y a pas de classement officiel à la fin. Et à la fin, sur le podium, en fait, tout le monde monte, tous ceux qui ont terminé la course montent sur le podium, tous les PT listes qui ont terminé, quoi. Et donc excellent. c'est pour ça aussi elle est un peu à part. Et il y a beaucoup d'entraide. On ressent pas trop le sentiment, la compétition. Même si moi je trouve que sur les ultras, je le ressens pas énormément non plus, parce que je viens du foot et du tennis où je trouve que c'est beaucoup plus prégnant. Mais Ouais. en tout cas sur cette course-là, on le ressent pas du tout, quoi. Le but c'est pas de doubler les autres, quoi. C'est enfin en tout cas pour nous, quoi. C'est pas le cas. Après bon les premiers, les frères Gabiou, les frères Trivel qui sont les dernières. Voilà, pour nous pour moi c'est des stars, mais après voilà c'est les derniers vainqueurs de ces dernières années. Bon eux c'est sûr que le classement les intéresse un petit peu, mais même encore quand on entend leurs interviews, ils le disent pas. Voilà, c'est pas non plus l'objectif ultime, quoi. Voilà, mais aussi Ouais. ils sont quand même contents d'être premiers, je pense. Ouais. Punaise. Bon, maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de la folie de cette course, moi je serais curieux de savoir qu'est-ce qui fait que, bah, à un moment donné, tu t'es dit, allez, go, j'y vais. Et puis tu le précisais, c'est pas une course qui se fait en solo. Donc, c'était quoi tes motivations à toi et tes motivations finalement de l'équipe? Ouais, alors en fait, c'est bah moi j'ai commencé le travail un peu tard, hein. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je viens du foot et du tennis. Moi je suis très très polyvalent. Il y avait pas de sport où j'étais vraiment où j'aurais pu devenir voilà un sport. Enfin, j'aurais pas pu devenir sportif de haut niveau dans un sport. Donc j'étais très polyvalent. Et j'ai des diplômes d'encadrement dans le foot et le tennis. Donc on va dire que c'est quand même mes deux activités de départ. Et je me suis mis au trail à peu près en 2015, un peu 2016. Et depuis que je me suis lancé, bah, j'ai évolué un peu sur les différents formats. Pardon. Je me suis rendu compte que les distances qui me plaisaient étaient assez longues. Et en fait, en discutant avec les gars du club, et, enfin, notamment mes oncles et mes cousins, là, qui eux avaient déjà fait des ultras dans les années 2000-2010, et ben, ils m'ont souvent parlé de cette course-là. Et quand ils me D'accord. parlaient de cette course-là, en fait, c'était la course. En gros, j'avais l'impression que toutes les courses étaient faisables, mais celle-là, elle était un peu hors norme. Et d'ailleurs, ben, un de mes cousins qui l'a fait, l'a pas terminé, par exemple. Et il nous racontait bah, ses péripéties. Et on en parlait presque plus que les courses qu'il avait terminées, quoi. Et donc, D'accord. voilà. Et il y a une personne, Roland Poli, qui est un trailer de chez nous, qui est connu parce il a terminé un nombre de courses incalculable. C'est un peu une référence. Et lui, quand il nous parle de toutes les courses qu'il a fait, sachant que si je fais la liste, ça peut être très long parce qu'il a quasiment tout fait. Il a quasiment jamais été en échec, il a jamais abandonné, enfin, une fois sur 40 ultras, je pense. Et ben la course qu'il rêve de refaire, c'était la PTL. Donc c'est sûr qu'un discours comme ça d'un gars Roland, il doit avoir plus de 70 maintenant. Il fait encore des ultras, hein, il était encore ce week-end. Et un discours comme ça, quand on entend quelqu'un qui nous parle d'une course comme ça, bah ça nous fait rêver, quoi. Ouais. Et en plus, dans ma pratique, bah, je suis devenu de plus en plus montagne. Les dossards, on va dire, je continue de prendre des dossards parce que ça m'oblige à m'entraîner et à rester en forme. Sinon, je suis un peu plus fainéant, on va dire. Et là, en fait, bah là, cette course, elle correspondait exactement à ce qui me plaisait, le côté un peu baroudeur, et puis le côté montagne, mais en prenant, enfin, tout en prenant son temps, mais dans des endroits où on peut pas aller facilement. Enfin voilà,
tout correspondait quoi. Ça correspondait à la pratique que j'avais besoin à ce moment-là. Ouais. Après, j'ai été un peu poussé. J'aurais souhaité la faire un peu plus tard parce que pour moi, c'était une course qui nécessitait beaucoup d'expérience. Et je me serais pas engagé en 2021. Mais en fait, en 2019, quand j'ai terminé la diagonale avec mon cousin Louis, en fait, les 2 jours qu'on suivit, on a un copain Thibaut, donc qui est le troisième, Thibaut Luciana, qui travaille au laboratoire Volodalen d'ailleurs, spécialisé dans la course à pied et la prévention des blessures en Suisse. Et il nous a appelé en fait et il nous a dit que de nous avoir suivi à la diagonale, enfin voilà, lui il en avait fait un peu plus tôt, il avait déjà fait l'échappée belle et des belles courses. Et puis en fait, il nous a proposé de nous engager sur la PTL en 2020. Voilà, c'est parce que il voulait qu'on fasse une équipe ensemble et que ça lui avait donné envie de reprendre quoi, et de faire cette course qui nous faisait rêver. Voilà, c'est parti comme ça quoi. Après moi j'ai attendu, j'ai mis quand même j'aurais pas donné ma réponse tout de suite parce que j'étais un peu, j'ai mis 2 3 jours. Enfin ma réponse était déjà plus ou moins, enfin mon choix était déjà plus ou moins fait, mais j'avais l'impression qu'on était trop jeune pour faire cette course là, que on manquait vraiment d'expérience. Et puis en fait, à un moment, j'ai réalisé que de trouver 3 personnes qui s'entendent bien, parce que c'est le cas, enfin 3 copains, même enfin moi, avec mon cousin, qui souhaitent faire cette course-là, qui est spéciale quand même, hein, qui demande un engagement financier quand même. Ouais, C'est c'est 1300 clair. euros la course. Le matériel, c'est du matériel un peu spécifique. Ça veut dire, nous, on a du matériel de montagne et du matériel de trail, mais là, c'est du matériel un peu intermédiaire. Il y a des mini crampons, un sac qui est un peu entre les deux. Donc, en fait, il y a pas mal le GPS qu'on n'avait pas. Enfin, il y a quand même un peu de matériel qu'on n'avait pas. Donc, on savait que c'était un investissement financier, un investissement en termes de temps, puisqu'il fallait qu'on s'entraîne. On nous avait vivement conseillé de nous entraîner collectivement et à plusieurs. Donc, on savait que ça allait nous engager. On a tous des familles, donc ça nous engageait voilà, à nous investir ensemble sur des week-ends, donc ça nous prenait du temps. Et puis après aussi d'être, on va dire, à peu près au même niveau et en forme physique au même moment. J'étais pas sûr de retrouver, d'avoir une équipe une autre fois, donc le choix il était quand même assez simple à faire après, et on s'est engagé les 3 pour l'année 2020. Voilà, bon, avec le Covid, c'était reporté en 2021, mais à la base, c'était la PTL 2020 qu'on devait faire. Donc ouais, c'est parti comme ça, ouais. C'est parti comme ça, et c'était une bonne chose, c'était une bonne chose. Excellent. Ah là là, punaise. Et OK, donc reporté en 2021. Déjà, comment est-ce que vous l'avez géré? Est-ce que tu dirais avec le recul maintenant que vous étiez, fin prêt dès 2020 ou finalement cette année supplémentaire, comme tu disais que toi tu l'envisageais peut-être plus tard cette PTL pour engranger l'expérience, est-ce que finalement c'est bien tombé, ce report? Ouais, en fait, on est quand même de nature assez, enfin, on est de nature assez positive, je pense. Les 3, donc on n'a pas, enfin, déjà le Covid, on a compris qu'il y avait des choses plus graves qui se jouaient, et que ouais, ça restait qu'une course. Et surtout, elle a été annulée très très tôt en fait. Je crois que si je me rappelle bien, c'était en mai, donc en fait très très tôt, on a su qu'il y aurait pas d'événement UTMB. Donc on va dire, on n'était pas dans les starting blocks une semaine avant quoi. Ouais. Donc en fait, on en a profité, oui, exactement comme tu dis, Loïc. Hein, moi, je me suis dit, ça nous permet d'avoir un an de plus de préparation. Et donc, on en a profité pour faire de la montagne. On a fait le Mont Blanc, on a fait un peu d'alpinisme. Et enfin, alpinisme pour le Mont Blanc en tout cas, mais surtout de la randonnée très engagée, un peu ce qui ressemblait à la PTL. On a fait voilà, des très très belles sorties sur Chamonix, voilà, en choisissant des buées, mais pas par la voie normale. On a fait vraiment beaucoup de sorties autour de Chamonix, en préparation, et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une année de plus de formation quoi. On allait dans les Arabies, enfin moi je suis allé dans les Arabies, on y allait avec lui, enfin ça a prolongé un peu notre préparation, notre entraînement. Alors c'était un peu frustrant parce que c'est sûr que ça repousse d'un an, et puis voilà, on a tous au niveau familial et tout, c'est quand même voilà, c'est de l'engagement quand même, donc c'était pas rien, mais bon, nos familles étaient évidemment d'accord, et puis on a eu surtout peur, par contre, j'avoue qu'on a eu peur quand même qu'en 2021 ce soit à nouveau annulé, parce Ouais. que c'est vrai que par contre pendant cette PTL, c'est vrai qu'on est assez multisport, on fait beaucoup de sports différents, bon, on fait pas mal, les 3, on fait du ski l'hiver, du ski de fond, alpin, ski de rando. On fait pas mal d'autres sports différents, et en fait cette PTL, vu qu'elle demande une préparation un peu spécifique et on va dire beaucoup de temps, pendant ce temps on faisait pas les autres activités qu'on faisait d'habitude. Donc c'est Ouais. vrai que c'était, puis pareil, ça engage le fait qu'on soit 3. Je sais pas, moi je joue encore un peu au foot à côté, pareil, on n'a pas trop envie de se blesser, donc à la fin j'allais moins au foot, parce que donc c'est quand même de l'engagement, et un peu moins de temps. On spécifie quand même le temps libre qu'on a pour la PTL. Donc c'est sûr que voilà, on n'avait pas trop envie que ça soit reporté à nouveau, parce que c'était quand même voilà, puis on a envie surtout de s'y coller quoi. Ça fait 2 ans on en parle, on entend parler, qu'on repère. Enfin, là, on avait envie d'y aller, quoi. C'était excitant, quoi, d'y aller. C'était un peu stressant, mais c'était excitant. Mm. Top.
Et du coup, les émotions au moment où 2021, vous êtes sur la ligne de départ, vous n'êtes pas parti de Chamonix, vous, hein, c'était la Non. spécificité, je crois. Bah ouais, d'ailleurs, je sais pas, peut-être que toi, tu sais peut-être pourquoi ils ont repris, je crois, le départ à Chamonix, ça, cette année? En tout cas, ouais, sur le site de la PTL, il parle d'un départ à Chamonix, ouais. Ouais, d'accord. Bah, je sais en fait, ils voulaient partir, je sais pourquoi, par contre, ils voulaient partir d'Orsières. Ils voulaient partir d'Orsières un peu pour changer, parce qu'en fait, en partant de Chamonix et en revenant sur Chamonix, bah, les sentiers un peu spécifiques PTL, il y en a toujours, mais il y a certains qui font plusieurs PTL les avaient déjà un peu vécus, quoi. Et Ouais. quand je regarde les parcours de 2018, 2017 et tout, c'est des sentiers qu'on commence à connaître, enfin des parcours qu'on connaît. Donc là, ça permet peut-être de diversifier un petit peu et d'aller plus loin en Italie et en Suisse. Donc le fait de partir d'Orsières. Donc nous c'était top parce qu'en plus on connaissait pas par là-bas. On a commencé par la pointe de Beauvert pour aller sur Arola, enfin le col du Colomb, Pras-Fleury, enfin voilà, c'était des trucs, des lieux qu'on ne connaissait pas et c'était magnifique, donc c'était top quoi. Après, c'est sûr que ça a rendu. Bah, après, on suppose c'est difficile de comparer. Nous, on en a fait qu'une, mais en comparant avec, en échangeant avec d'autres personnes qui étaient sur la course, ça a fait une PTL, c'est vrai, difficile, vraiment très difficile. On a fini le samedi avec une équipe de Marseille Trail Club, je crois, il s'appelait, très sympa, et qui nous avait dit bah, que l'année d'avant, justement, en 2000, enfin, la dernière PTL en 2019, ils avaient mis une journée de moins. Donc Ah ouais. le parcours était un peu plus long, ou enfin, plus long ou plus difficile, je sais pas, mais en tout cas, ça semblait, voilà, là, ils sont arrivés le dimanche après-midi, et l'année d'avant, ils étaient arrivés le samedi après-midi. Donc c'est sûr que ça a fait une PTL à s'engager en partant d'Orsières, hein. Donc c'était top, ouais, c'était nouveau pour nous. Il y avait un transfert qui était fait. Bah, nous, on a été accompagnés par le papa de Thibaut, bah, qui est un peu un passionné de montagne et de trail aussi, hein. C'est des Jurassiens qui sont dedans depuis un moment, là, qui organisent des courses, qui sont. Donc il nous a accompagnés, bah, même pour tout le monde, c'était un moment. En plus, on est les trois du même village, donc bah, on est un Ouais. tout petit village de 100 personnes. Les trois, on s'appelait Léger, donc Léger, c'est le nom des habitants du village de. Ça vient de l'oiseau en fait que les gens chassaient à l'époque de notre village, mais et donc on s'appelait Léger. C'était pour nous aussi ça a du sens parce que c'était d'être les trois du même village à faire cette course, c'était un moment et emmené par un des gars du village, c'était top. Ouais. Et donc ouais, bah, la veille, c'est sûr que la veille, on a dormi au laboratoire de Thibaut là. Son laboratoire, le laboratoire Boladalen, il est à côté. Il est à Aigle, c'est pas très loin d'Orsières. Ouais. Et c'était une ambiance, ouais, c'est une ambiance particulière, bah, un peu comme ce qu'on peut vivre sur ces différents formats, quoi. Un mélange de stress, mais d'excitation, parce qu'on a envie d'y aller, quoi. Vraiment, ça fait. Mais par contre, on sait ce qui va nous arriver. On s'en doute un petit peu que ça va être difficile et que, ouais, c'est un mélange des deux. C'est difficile à expliquer. Moi, je sais que j'ai vraiment le sentiment que j'ai, hein. Je fais j'écris un peu quand je finis ces courses-là et j'écris un peu. Et ce que j'écris juste après, en fait, pour garder le sentiment du moment. Parce qu'après, souvent, on le transforme un petit peu avec le temps. Et donc, j'ai écrit, je relisais, je sais plus, il y a quelques semaines, parce que j'y pense souvent à cette course. Et en fait, j'ai bien noté qu'en fait, je pensais pas trop à l'arrivée, contrairement à des courses où je pensais à l'arrivée. Là, j'avais vraiment envie de vivre une semaine en montagne, quoi. C'était la première fois depuis toujours, enfin, de toute ma vie, que j'allais vivre une semaine en montagne complète, en jour et nuit, quoi. Et ça, c'était vraiment excitant, quoi. C'était vraiment. Et je pensais pas du tout à l'arrivée. Après, je t'avoue qu'à partir du mardi, mercredi, l'arrivée commence à titiller un petit peu, mais c'est assez marrant le changement d'attitude. Mais en tout cas, au début, non, non, vraiment, moi, je voulais vivre cette semaine. Et ouais, on savait que ça allait être long, mais par contre, on était, bah voilà, trois copains. Et voilà, on a envie d'en découdre, quoi. Et puis de vivre ce que l'organisation nous propose, quoi. Ouais. Ouais, c'était top. Alors, tu vois, nous, un des points qui est ressorti assez rapidement sur le week-end de préparation à Chamonix, là, dont je te parlais, c'est les allures, en fait. C'est le fait que, globalement, on est tous les trois sportifs. Il n'y a pas de problème, tu vois, pour évoluer en montagne. En tout cas, sur 6 jours, on verra. Mais sur ce week-end d'entraînement, ça allait. Par contre, c'est vrai qu'on a des rythmes assez différents selon les terrains. Tu vois, quand c'est très technique, bah, certains sont devant, d'autres un peu moins. Et puis, c'est l'inverse quand c'est sur du plat ou des côtes. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça, vous aviez une stratégie? Est-ce que vous en aviez parlé avant? Ou est-ce qu'au final, c'était pas vraiment un sujet parce que tous les trois, vous aviez exactement le même rythme, quel que soit le terrain? Non, bah, non, non, on avait, enfin, c'était un sujet récurrent, justement, de voir un peu, enfin, déjà de respecter une certaine allure qu'on pouvait tenir sur la semaine. Donc, déjà, juste Ouais, ça. Donc, on a fait différents tests à l'entraînement. En fait, nous, à l'entraînement, on a fait des week-ends un peu PTL, hein. Bah, finalement, avec le recul, n'était peut-être pas assez engagé par rapport à ce qu'on aurait pu faire. On a fait beaucoup de courses d'arêtes avec du gaz, des trucs assez engagés au niveau plutôt proche de l'alpinisme.
mais la pételle ressemblait moins à ça finalement. C'était plus beaucoup de piriers. Bon, deux, trois endroits un peu engagés, mais pour nous, c'était pas le problème, quoi. C'était plutôt le côté vraiment difficile du sentier, et le côté répétitif et le côté spartiate. Donc au niveau des allures, on avait fait différents tests. Après, moi, je suis plus, eux, ils sont plus jeunes que moi de 7-8 ans, à peu près, un peu plus même d'ailleurs. Et donc, moi, là, j'ai 39, tu vois, et eux, ils sont plus autour de la trentaine. Donc, en fait, on s'est rendu compte, bah, c'est un peu moi le vieux qui respectait plus les allures au départ. Donc, on avait dit que la première journée, je me mettais devant. Et voilà, franchement, on a à peu près les mêmes allures. Il y a vraiment Thibaut qui est plus fort. Clairement, bah voilà, c'est une machine, quoi. Ouais, il l'a prouvé sur la course, quoi. Il est hyper fort en montée, il est très à l'aise en descente, c'est technique. Enfin, dans les parties techniques, il a pas de problème. Après, on avait des doutes sur le sommeil, mais franchement, il a hyper bien géré. Bon, il était très à l'aise, hein. Je pense qu'il avait 2 PTL dans les jambes. Il était vraiment super bien. Mon cousin, qui est bon, physiquement peut-être à peine en dessous, mais par rapport à moi, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, il y a de quoi faire une PTL ensemble, parce que de toute façon, on fait quasiment toutes nos courses ensemble, les deux. Là, on prépare un swimrun, tu vois, au mois de juillet, on y va ensemble. Ok, ouais. On s'entraîne souvent ensemble. Donc, sur les allures, en fait, on était très proches, les trois. Et donc, voilà, ça nous tracassait pas. Après, on savait que Louis, dans les parties techniques, il aime moins quand c'est engagé, mais il avait beaucoup progressé. Donc, il avait un peu réduit la distance qu'il y avait entre nous. Et puis, moi, j'étais un peu au milieu, voilà. On avait un peu, voilà. C'est sûr qu'il y en a un qui est plus fort que les autres, mais à la fin, on n'est pas si loin les uns des autres. Et puis après, on se disait que sur la course, sur la semaine, on sait qu'il y a des moments, on avait vu à l'entraînement, hein, il y a des moments où tu es un peu mieux. Donc là, tu vas être un peu mieux que les autres. Puis juste après, tu es moins bien. Toi, l'entraînement, moi, un coup, bah, j'ai une hypo, bah, tac, c'est moi qui me mets derrière. Puis ils m'attendent. Puis voilà, bah, en fait, ça fait partie de la course, quoi. Donc voilà, on n'avait pas trop d'inquiétude. Il n'y avait pas de grosses différences entre nous. De toute façon, on nous avait prévenu, hein. Nous, l'équipe de chez nous là, qui avait abandonné, ce qui s'est passé, c'est ça, quoi. C'est que ils sont arrivés à 3 avec des niveaux trop différents. Et ils ont fait qu'une journée, quoi. Ils ont fait une journée, enfin, je crois, Ah ouais. 2 journées et une nuit. Enfin, ils ont fait le début de la course parce qu'à un moment, bah, ça peut pas suivre, quoi. Soit les premiers, ceux qui sont devant se frustrent parce que vraiment, bah, ils font que d'attendre et puis, bah, t'as froid, t'es pas bien, ou alors tu restes pas. De toute façon, faut rester faut rester ensemble, hein. En général, faut rester je crois qu'il y a une règle de 50 mètres de distance. Mais ouais, voilà. Bon, d'ailleurs, les équipes respectent cette règle-là, il n'y a pas de problème. Mais voilà, que s'il y a trop de différence de niveau, après c'est un peu compliqué. Mais il y a des parties, mais comme en montagne, quoi. Il y a des parties où bah, des fois on doit attendre les autres, on ralentit, bah, on va au rythme du plus faible, quoi. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Après, on avait quand même décidé, on avait nos rythmes, par exemple, en montée, en ascension. On sait que par exemple sur les ultras, on fait je sais pas, 6, on avait regardé 600-700 mètres heure, je crois, comme ça, sur l'UTMB, enfin, la diagonale, les courses qu'on avait fait, quoi. Et donc là, on avait décidé de partir à 500-600 mètres heure. Dans les premières montées, on savait que ça allait aller un peu plus vite, qu'on allait être un peu tiré vers le haut par les équipes qui étaient devant. Et on a réussi plus ou moins à bien tenir. Voilà. Bon, malheureusement, mon cousin a abandonné au bout de 24 heures, donc peut-être qu'on s'est trompé sur les allures. On n'arrive pas trop à expliquer ce qui s'est passé, mais il y a un contexte, il y a plusieurs choses, quoi. Il a fait une petite chute, enfin voilà, il s'est bien abîmé le tibia, donc ça l'a brassé un petit peu. Plus l'alimentation, plus la difficulté de la course. Enfin voilà, les 24 heures jusqu'à Rolla, les 50 premiers kilomètres. Toi, tu parlais des allures tout à l'heure. Nous, on était, je crois, en plus on était bien placés, hein. On était, je crois, 50 équipes au départ et on était surpris, mais on devait être allez, je vais dire dans les 20, mais je crois que quelqu'un nous a annoncé 13e. Donc déjà nous, on était surpris, mais presque un peu embêtés parce qu'on voulait pas partir aussi vite. Ouais, ouais. Et à Rolla, on a mis, je crois, 21 heures ou 21 heures pour faire 50 kilomètres. Et Oh, tu vois, punaise. nous, toi, et encore, hein, on était parti sur un rythme assez, un peu plus important que ce qu'on devait. Donc, bah, si tu compares avec tu vois, voilà, c'est incomparable avec les ultras et tout, mais le terrain, il y avait 5000 mètres de dénivelé, mais c'était que des périls, que des périls. On a fait, je crois, sur 24 heures, on a fait 21 heures de périls. La Ah première ouais. journée, ah ouais, non, non, mais c'était une journée épique. Après, là, je dis 21 heures, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins, mais c'est ce que j'ai noté dans les récits, et quand on échange avec les gars, c'est comme ça qu'on l'a vécu, quoi. Donc c'est vrai que les allures, bah, comme tu disais, il y a une partie en fin de semaine le jeudi au Mont Valaisan où je crois que bah moi donc je suis tombé malade pendant la course et j'avançais plus du tout, quoi. Et on faisait je sais pas, du 1 km heure, 2 km heure sur une nuit, quoi. C'était fou, quoi. On n'avançait pas du tout. Et ouais, c'était épique. C'était Oh épique. là là. Donc ouais, c'est vraiment, ouais, c'est pas du tout les allures même d'une TDS qui Ouais. est réputée plus technique que l'UTMB. C'est pas du tout ces allures-là, c'est sûr, hein. Mais de toute façon, d'ailleurs, moi, il y a plein d'anecdotes que j'ai déjà entendues et là, il y a eu, je crois, 30% d'abandon à Rolla, à peu près. Il y a eu beaucoup d'abandon sur la première base de vie, mais de toute façon, volontairement, a priori, ils ont tendance à mettre une barrière horaire un peu plus difficile en début de course
pour sélectionner un petit peu que ceux qui voilà. D'accord. Il y a quand même un dossier au départ, hein. Oui, je l'ai pas précisé au départ, on fait quand même un dossier. On est pris sur dossier en fait sur cette course-là. Il y a un Ouais. tirage au sort s'ils ont trop de dossiers, mais il y a quand même un dossier qui montre quand même que tu as des aptitudes et que tu as déjà fait de la montagne et que tu aimes ça, quoi. Et donc voilà, on est quand même pris sur dossier au départ. Mais bon, ça sélectionne un petit peu quand même, ça sélectionne un peu en début de course. Et puis moi, j'ai entendu plein d'anecdotes de personnes, par exemple, qui avaient fait des gros trails, hein, qui avaient fini l'UTMB, la Diagonale, l'UTB, enfin voilà, tous les gros trails, le GRP. Et en fait, qui font une journée souvent sur la PTL, et puis qui arrêtent, quoi. Qui arrêtent, mais pas si déçus que ça, c'est juste de dire en arrêtant, en disant, bah, c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi parce que bah, je peux pas courir, c'est pas une course pour moi, quoi. Et il y a beaucoup de trailers qui vont sur cette course-là et qui ont ce sentiment-là. C'est assez, ouais, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Ouais. Je- Ça, tu nous en avais parlé, ça m'avait vraiment surpris, mais au final, je comprends parce que maintenant qu'on a fait, tu vois, qu'on allait un peu tester le terrain, au final, tu cours pas, quoi. Enfin, tu cours très peu. Tu cours peut-être, je sais pas, nous, on a dû courir 20% du temps, Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, bah, oui, 25, tu vois, max. oui, oui, c'est ça, c'est un bon ratio. Ouais. Et encore, hein, c'est bien passé. Ah Ouais. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, mais c'est, ouais, les sentiers sont tellement techniques que, puis bon, c'est tellement long que, de toute façon, il y a plein de moments où même c'est pas possible, quoi. C'est ni en descente ni en montée, c'est pas possible. Après, il y a deux, trois zones de transition où tu peux à nouveau recourir. Alors après, au bout de 5 6 jours, voilà, Ouais, ouais. à part les frères Gabiou et tout, bah eux, ils enchaînent, hein. On les a vu partir à Orsières, mais vraiment, c'est un moment incroyable. On part sur la course, c'est une route au départ, donc c'est un moment roulant. Et la première montée, il y a 2300 mètres de dénivelé jusqu'à la pointe de Beauvert. Voilà, si je dis pas de bêtises, à peu près, ouais, je crois qu'il y avait une longue montée. Et donc, ouais, c'est assez important. Déjà, plus de 2000 mètres de dénivelé, ben, en montée, déjà, il y a pas beaucoup de courses qui ont cet équivalent-là. Ouais. Même le Maïdo, je crois, la diagonale, ça fait 2000. Bah là, il y a encore plus, c'est 2004 depuis le bas. Et la première montée, je sais pas, il y a peut-être, il y a plus de 15%. C'est sûr, il y a plus de 15% de pente. Et eux, ils sont partis en courant. Ils sont partis en Ah courant, ouais, les premiers. d'accord. Même moi, à l'entraînement, je sais même pas si je serais parti en courant, quoi. On a le sac dans le dos, nous on est parti en marchant normal, quoi. Et on les a vu partir en courant, comme ça dans la montée. C'était génial à voir, c'était trop beau, quoi. C'était trop beau. Donc oui, ils courent un peu plus que nous, c'est sûr, mais Ouais. nous un peu moins. Après, à la fin de la course, malgré en étant malade et tout, sur le samedi, ben, on descend par exemple la Croix du Bonhomme, qui a un parcours de l'UTMB. Là, on le fait dans l'autre sens. On descend depuis le refuge en direction des Contamines. Et là, bon, le chantier, ça descend, ça court, quoi. Bah là, on a recouru, mais je sais pas, on courait à 7 à l'heure, je crois. Comme ça, Ouais. on regardait la montre, ça nous faisait rigoler. On dit, bah, est-ce qu'il y aurait pas meilleur temps de marcher? Enfin, enfin, bref. Bon, donc là, si c'est considéré comme de la course, on a couru un peu là, mais non, on court très très peu, oui, en effet. Ok. Oui. Ok. Alors tu l'expliquais, hein, c'est moi de ce que je retiens des retours d'expérience. Tu nous en as parlé. On a fait, je te dis, on a fait une journée avec Sébastien Gérard qui a avec son je vais y arriver, qui avec son coéquipier en 2018 est arrivé premier à la PTL. Je crois qu'ils sont arrivés le vendredi midi en 100 heures pile. Ouais, Et en fait, tous les retours de gens qui l'ont fait, c'est à peu près la même chose. C'est la violence du truc, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu t'es lancé, même si tu as fait beaucoup d'entraînement, même si tu as l'expérience, parce que toi, c'était le cas, tu vois, tu as fait des expés avant, tu as fait beaucoup de montagnes. Sébastien Gérard, bon, bah pareil, il a gagné l'échappée belle, il a fait je sais pas combien de diagonales, etc., la Pika Pika. Mais même lui disait, ouais, c'est violent, quoi. Et du coup, je me demande, le gérer en solo, déjà, c'est une chose parce que bah voilà, arriver à trouver tu vois, ce qui te motive, te relancer, rester positif quand ça commence à taper un peu. Mais le faire en équipe, c'est quand même autre chose, quoi. Donc vous, ça, est-ce que vous en aviez parlé avant? Est-ce que vous aviez une stratégie? Est-ce que vous étiez dit, bah si on est vraiment dans le dur, on s'impose un arrêt, je sais pas, au bout de la 25e heure, on mange, on dort. Enfin, comment est-ce que vous avez préparé comment est-ce que vous êtes préparé finalement au coup de massue derrière la tête? Ah oui, bah, bon, déjà, t'es gentil de me comparer avec Sébastien, mais bon, on n'est pas dans la même cour, mais je prends le compliment. Je prends le compliment. Ah, oui, on avait, non, mais un petit peu d'expérience, mais surtout moins que ces gars-là, mais oui, oui, on avait quand même vécu deux, trois choses. Après, sur la préparation, pour répondre à ta question, on avait quand même, il y a un capitaine d'équipe, tu vois, il y en a un qui est officiellement capitaine, quoi. Et donc nous, bah, officieusement aussi, parce que c'était Thibaut, c'est lui qui nous a lancé dans l'expérience, et on avait décidé que bah, c'est lui qui prenait les décisions. Et en fait, Ok. mais c'est marrant parce qu'à l'entraînement, on a eu deux trois différents sur l'année d'avant. Par exemple, sur des passages, hein, il y a un passage de Névé, je le revois, on en parle souvent entre nous, on se charrie, mais sur le moment, c'était un peu tendu. Bah, il y en a un qui dit non, faut passer au-dessus, l'autre faut passer en bas, puis on n'est pas d'accord, personne prend la décision. Puis ça me met dans une situation délicate.
En fait, le fait d'avoir vécu ça à l'entraînement, ça nous a un peu, on s'est rendu compte un peu des faiblesses et des forces de chacun, et que par exemple, bah, en communication, on était quand même on n'était pas assez bon, quoi, et que on savait que dans la course et tout, on nous avait prévenu on sait au bout de plusieurs jours avec la fatigue et tout, on n'analyse pas les choses de la même manière, on est moins lucide, et on a vite fait ouais, peut-être de se disputer, de pas être d'accord, de se mettre dans une spirale négative. Et donc ça, c'est vrai comme à l'entraînement, on en a fait un petit peu, et qu'on l'a vécu, en fait, on a anticipé un petit peu. Et par exemple, ben, le coup d'après de cette balade que je raconte là, sur le Névé, où c'était une balade simple, hein, bah, que tu as fait en plus ce week-end, là, quand vous êtes allé à Albert Ier, bah, nous, c'était la même Ouais. chose. Et c'était en début d'année, donc il y avait beaucoup de Névé à passer. Et après cette journée-là, qui était une journée banale, on a vu que c'était un peu tendu. Pareil, il y en avait un qui avait oublié sa veste. On n'avait pas été si bon que ça, quoi, en fait, sur une journée qui était simple. Et donc après, ça nous a un peu obligé à nous reconcentrer un petit peu et à être plus rigoureux. Et par exemple, bah, quand on a fait le Mont Blanc 3 semaines après, bah, on a dit, écoute, Thibaut, t'es le capitaine, tu prends les décisions. Ça veut dire que on en discute ensemble, mais si à un moment il y a une décision à prendre et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah, c'est toi qui prends la décision finale et on te suit. Et donc si bah, le Mont Blanc s'est bien passé pour nous, on est allé au sommet, mais si à un moment il y en a un qui va pas bien et que tu décides de faire demi-tour, bah, on se tait et on fait demi-tour tous ensemble. Et donc ça, on l'avait quand même déterminé. Après, nous, on voulait quand même échanger. On voulait quand même échanger les trois. Et voilà, on peut bien en discuter, mais qu'à la fin, c'était lui qui prenait la décision finale. Voilà, il était légitime. En plus, c'est lui qui avait il avait un peu plus d'expérience en montagne. Et puis il était plus fort aussi physiquement. Donc voilà, c'est lui qui gérait le GPS. C'était lui le meilleur en orientation aussi. Donc c'est un peu lui qui nous guidait. Donc bon, il était légitime pour prendre ses décisions, quoi. Et Ouais. après, bah voilà, après je sais que moi sur les ultras, par exemple, je dis souvent à ma femme et tout, Amandine, je lui dis bah, que par exemple, je lui donne des règles. Si à un moment ça m'est jamais arrivé, bah, c'est sur les ultras en tout cas, avant cette PTL malheureusement. Et donc je lui disais par exemple, je lui donnais des protocoles si à un moment je voulais abandonner. Par exemple, je lui dis bah si on arrive à un ravitaillement, je te parle d'abandon, tu me dis ok, tu vas abandonner, pas de problème. Tu fais 1 heure dans un sens, dans le sens de la course. Et si vraiment tu vas abandonner, tu reviens au ravitaillement. Et si là, tu as fait 1 heure, 2 heures aller-retour et que tu reviens, bon voilà, là tu rentres ton dossard. Et donc en fait, on a mis des règles comme ça en place. Et donc on avait discuté avec les gars avec les gars de la PTL, on avait dit, bah, déjà on prend pas de décision hâtive pour rendre son dossard, on réfléchit, on pousse les barrières horaires le plus loin possible. Et finalement, c'est ce qu'on a fait la première journée, hein, quand mon cousin Louis n'allait pas bien, au bout de la première nuit, au bout de 22 heures là. Et ben on a attendu quoi, on a attendu de voir s'il pouvait récupérer à Arola. Alors qu'à la base on avait prévu de repartir, mais on a attendu 2-3 heures, on a tenté de leur mettre sur pied et tout pour qu'ils dorment un peu, pour qu'ils puissent s'alimenter. Et ben ça, c'est des règles qu'on avait mis en place avant, quoi. On avait dit, bah tant pis, nous on veut juste terminer la course, c'est notre objectif, on n'a pas d'objectif de classement, donc on pousse les barrières horaires le plus loin possible, et puis voilà, pour se donner tous les moyens d'y arriver, quoi. Et puis à un moment, bah s'il y a un différent et tout, bah c'est Thibaut qui prend les décisions, quoi. Voilà, Ok. c'est un peu ça notre fonctionnement. Et puis après, bah moi je sais que je suis un peu, j'ai plein de citations pourries que j'aime bien sortir et tout. Donc, mais par exemple, ouais, j'avais entendu qu'il y avait les Américains, ils disent souvent be smart. Je parle pas très bien anglais, mais j'ai appris que ça voulait dire soit élégant, soit. Et donc en gros, plus t'es positif, plus on te renvoie des choses positives. Donc faut être Ouais. positif quand t'arrives sur les ravitaux. Et moi, je fonctionne un peu comme ça Déjà parce que je suis content d'être là, parce que c'est quand même un loisir et qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Donc même s'il y a des difficultés, ben voilà, on essaie d'être positif, d'être heureux d'être là, etc. Mais c'est vrai que bon, il y a des moments sur la course, c'est un peu plus terne, hein. Quand j'ai commencé à tomber malade, on voyait que ça allait être compliqué, bah, t'es moins joyeux, mais on est resté quand même positif, on était content d'être là. Et puis on s'est rendu compte que toutes les équipes qui nous entouraient, on a bien sympathisé avec des Kikourou, là. C'est un site de course à pied là, qui est sympa là. Et il y avait ils s'appelaient les abominables Kikourou. D'ailleurs, je leur passe le bonjour si un jour ils entendent le podcast. Et on a passé un bon moment avec eux. Bah, eux, ils ont terminé. Ils avaient ce profil-là, quoi. Bon, ils étaient trois au départ, après, ils étaient que deux. Et les deux, ils avaient un super état d'esprit. Tout était positif. T'es dans la nuit, il faisait moins, enfin, je sais pas, il faisait grand froid sur plusieurs nuits, donc on avait tout le matériel sur nous. Et on était sur une Via Ferrata à 3000, à Punta Valetta à 3002. Bah, il peut y arriver n'importe quoi, les gars, ils sont contents d'être là, quoi. Ouais. Et en fait, c'est cette course-là, c'est ça qui est original, c'est que tu dors pas, tu manges bon, bah, quand tu peux ou quand tu as envie. Et puis à la fin, quand même, tout le monde est quand même plutôt content d'y être, quoi. Donc c'est assez Ouais. marrant, quoi, malgré les Tu difficultés. dirais que sur ce point, tu vois, du mental, ou en tout cas la façon dont tu lis les choses, euh, tu dirais que c'est déterminant pour finir la course correctement, enfin pour la finir et pour la finir correctement sans se blesser et en prenant du plaisir. Ouais, bah, je dirais qu'au-delà des problèmes malheureusement gastriques, toi,
c'est un peu, tu sais, moi, j'avais entendu cette statistique, pardon, tu sais, des abandons, tu sais, qu'il y avait 30% Ouais, d'abandons qui étaient liés à une blessure physique, 30% à cause de la gastro, enfin, des problèmes gastriques en général. Et puis 30% à cause des échauffements. Enfin, j'avais vu des statistiques un peu comme ça. Et donc au-delà d'un gros problème comme mon cousin a eu, à un moment il peut plus s'alimenter, il fait que de vomir. Il a tenu 6-7 heures comme ça sans manger, sans boire. Et donc à un moment, enfin, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à manger. La course, c'était impossible de continuer. Donc à Roland, ouais. il a arrêté. Donc là, on était le mardi matin. Et c'est dur pour lui, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne pour ça. Et même pour nous, c'était vraiment un moment pas très agréable. On repart qu'à deux. On a le droit, la course nous permet de repartir que les deux. Et on n'a pas le droit de finir tout seul par contre. Oui, c'est un point de la course dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Donc là, on repart à deux et on laisse un cousin avec qui on s'entraînait pendant 2 ans. Donc ça nous fait pas plaisir. Mais là, c'était pas faisable de continuer. Mais au-delà de ces problèmes-là, le reste, pour moi, c'est en partie mental. Physiquement, je ne ferai pas autant je fais des préparations spécifiques. Et comme moi, j'ai pas un gros volume d'entraînement, avec la famille, j'ai 2 enfants, deux petits garçons en bas âge. Et voilà, bon, c'est sûr que j'ai un métier qui me permet, j'ai quand même du temps pour m'entraîner. Je suis prof de PS, donc je peux courir entre midi et deux. J'ai des moments quand même avec les élèves, j'ai un créneau de course. Enfin, je peux m'entraîner quand même. Mais j'ai pas un gros volume parce que je veux pas trop impacter ma famille. Donc je fais rarement des Ouais. sorties samedi dimanche de 2-3 heures. Ça m'arrive vraiment rarement. Moi, je cale plutôt des week-end chocs de manière ponctuelle dans l'année. 4-5 week-ends, voilà. Donc c'est sûr que enfin, comme j'ai pas beaucoup de volume, j'ai tendance à faire beaucoup d'entraînements très spécifiques par rapport aux courses que je prépare dans les différents sports que je fais. Et des trucs très courts mais très intenses. Et ben là, sur cette PTL, j'en vois pas trop l'intérêt, quoi. C'est pas du tout une course où, enfin, le 30-30, le fractionné court et tout, il a peu d'intérêt, il a aucun intérêt pour cette course-là. Cette course-là, faut plutôt s'habituer à marcher longtemps et souvent. Peut-être nous, ce qu'on n'a pas assez fait, de s'habituer à enchaîner jour et nuit, voilà, pour vivre un peu les nuits, un peu dehors, etc. Voilà, on n'avait peut-être pas assez fait. C'est peut-être un peu si c'était à refaire, c'est peut-être ce qu'on améliorerait, quoi. Mais en tout cas, ouais, en termes d'entraînement, je vois moins d'intérêt à faire un entraînement spécifique et c'est vraiment une course que tu Ouais. prépares. Donc vraiment, pour revenir à la question de départ, sur le mental, et puis bah voilà, sur le fait d'enchaîner en montagne, de prendre du plaisir en montagne. Voilà, c'est comme ça que je le préparais. Après, peut-être que les premiers, évidemment, enfin, c'est comme ça que nous on l'a préparé. Et peut-être que les premiers, évidemment, ils la préparent de manière plus spécifique, mais je suis même pas sûr parce que quand on voit leurs interviews et quand ils en parlent, ils disent bien qu'eux, ils passent du temps en montagne et que eux, ils repèrent la course en entier avant. La PTL, ils la font 2 fois, quoi. Ils Ouais. connaissent tous les sentiers. Ah oui, moi, enfin, même Roland, qui l'avait terminé, il l'avait repéré en entier. Ça veut dire qu'ils avaient calé des week-ends et des moments où ils repéraient toute la course. Et ils l'ont terminé comme ça. Et il y a beaucoup d'équipes qui connaissent toute la course avant de partir. Punaise. Ouais, ouais. Ouais, Donc ouais, bah écoute, ce donc sera pas l'aspect notre cas. mental, excuse-moi Luc. L'aspect mental, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment prédominant. En tout cas, si t'as pas envie d'être là, de toute façon, tu vas faire qu'une journée. Si à Ouais. un moment t'es pas à ta place, tu feras une journée. Et puis comme, je sais pas si t'as déjà vu ça sur les ultras, des fois tu croises des gars qui abandonnent. J'ai ce souvenir là, même à l'UTMB à la diagonale ou à l'UTMB dans le Grand Col Ferret, je croise des gars qui redescendent et qui ont l'air bien physiquement. Ils abandonnent et moi quand je les croise, les 2-3 premiers que j'ai croisés, je leur dis mais allez venez, repars dans l'autre sens, on part ensemble, on va jusqu'à la Foulie. On marche tranquillement et puis on vient, on discute, ça va te relancer. Et en fait, ils te regardent et ils te disent non, non, mais moi c'est bon, j'en ai assez, moi. Ils sont convaincus d'abandonner. Enfin, ils ont aucun problème avec ça, en fait. Ils sont pas en Ouais. train de pleurer, etc. C'est terminé pour eux, ils en peuvent plus, quoi. Et psychologiquement, tu vois. Et c'est pas physique, là. Et ben, sur cette course-là, ouais, c'est sûr que si psychologiquement t'es pas prêt, de toute façon, tu fais pas longtemps. Tu peux pas, de toute façon. Ouais. Parce que les journées, on en parlait tout à l'heure, mais tu vois, les journées, c'est tellement fou que, en fait, quand tu finis ta première journée et que t'as fait, nous, à Rolla, par exemple, t'as fait 5000 mètres de dénivelé, t'as fait 50 kilomètres, un peu plus. Et t'arrives et en fait, tu te poses 1 heure et demie, t'as de la chance d'avoir. Bon, à Rolla, c'est un peu le bazar, la base de vie, là. Ce coup-là, en tout cas. Et donc, on a eu du temps à avoir un lit, on a dormi 1 heure, et tu repars. Et en fait, toi, quand t'as fait ça, normalement, à la fin de ton ultra, tu vas te coucher, tu manges avec ta famille, tu discutes, tu bois des bières, tu vois. Et bah là, non, en fait, t'as fini ta première journée, ta première nuit, et en fait, tu dors 1 heure et hop, tu repars pour la même journée. Et puis le soir, tu vas arriver au refuge, ça va être la même chose pour la nuit, tu vois. Et ça s'enchaîne comme ça toute la semaine, quoi. Donc oui, si mentalement t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Enfin, Ouais. moi, je pense, quoi. Ouais. Et l'abandon d'un de vous trois, vous l'aviez envisagé ça dans la phase de préparation? Ouais, ouais, on en avait discuté, ouais, on avait essayé d'anticiper un petit peu, on l'espérait évidemment pas, hein. On en avait parlé, on avait même dit, tu vois, que s'il y en avait deux qui abandonnaient, ça veut dire que s'il y en avait un qui abandonnait, et puis après il y en avait un deuxième,
bah, que le troisième, fallait pas qu'il ait de scrupules, même si on est disqualifié, enfin, c'est terminé, on est obligé le dossard, on le rend, etc. Mais nous, on avait défini entre nous qu'on terminerait quand même, on a le droit de finir en off, en fait. Enfin, ça, c'était une anecdote on m'avait raconté, pour un des gars qui l'avait déjà fait. Il m'avait dit que, par exemple, il y a des gars qui avaient rendu leur dossard en milieu de course, et pour montrer que c'est vraiment une course de montagnard, les gars, ils avaient rendu leur dossard, et ils étaient partis faire un sommet. Tu vois? Au bout de Ah 2-3 ouais. jours de course où t'es cramé, etc., tout le monde veut rentrer chez soi. Tu veux remonter dans la voiture et rentrer. Et ben non, les gars, ils étaient partis à 3, ils ont dit, ouais, c'est pas grave, ils rendent leur dossard et ils partent faire un sommet. Et donc, Ah nous, ouais, d'accord. on s'était dit, ben, ouais, tant pis, allez, s'il y en a un qui est tout seul, moi, je m'étais dit, si je suis tout seul, j'avais prévenu Louis et Thibaut, je leur avais dit, bah, moi, que je voudrais terminer, j'essaierai de terminer quand même, parce que c'est pas sûr qu'on se représente un coup sur cette course-là. Et puis, je voulais terminer cette semaine, quoi. Bon, finalement, il s'avère que, bon, bah, voilà, pour l'histoire, on a abandonné, c'est assez paradoxal, assez bizarre, mais le dimanche matin, à 4 heures du matin, enfin, on n'a pas abandonné, on s'est fait arrêter, quoi, on a arrêté parce que j'étais trop malade et je suis parti en hélicoptère, pour des problèmes pulmonaires. Et donc, Thibaut, il était tout seul. Et ben là, au début, moi, je lui ai dit, bah, termine. Et là, il restait rien, il restait 30 km au col du Tricot. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est l'autoroute, quoi. C'est terminé de chez terminé, quoi. Plus après le sentier du TMB, qui longe le fleuve. Enfin, c'est vraiment terminé, quoi. Et en fait, bah non, psychologiquement, tu vois, on a lâché. Tu vois, on a lâché les deux, quoi. C'était fou parce que ça faisait 200, on avait fait 270 kilomètres et Oh là là. on était bien au moment où on est arrêté, quoi. On était en train de courir au moment où on se fait arrêter. Bref, pour une autre histoire, peut-être qu'on racontera après, mais et au moment où on s'arrête, je me rappelle que mon sac, il est à 4-5 mètres de moi. Et tu vois, on courait, bah, juste d'aller chercher mon sac à 5 mètres quand on avait décidé d'arrêter, c'était difficile, quoi. Les jambes, elles s'arrêtent complètement de fonctionner, tout s'arrête, quoi. Et là, Thibaut, à ce moment-là, ben, toi et lui, je lui dis, bah, termine, fais les 30 kilomètres qui restent et on se voit à Chamonix. Et il a même pas voulu les faire, quoi. Il pouvait plus les faire. Donc ça, tu vois, on l'avait quand même anticipé, le fait d'abandonner et de voir comment on gérait. Mais tu vois, bon, c'était difficile de suivre un peu ce qu'on avait Ouais. déterminé. Sachant qu'après, il y avait aussi le matériel. On avait aussi, faut se répartir le matériel en début parce qu'on a du matériel commun. Tu sais, par exemple, on a l'abri de survie il y en a un qui le porte. Tu vois, il y en a un qui porte la balise GPS. Il y en a un qui a le GPS. Il y a du matériel qui est commun, pardon. Il y a du matériel qui est commun aux trois. Donc en fait, on avait quand même aussi anticipé en disant, bah attention, si on abandonne, restons lucides. Toi, tu as tel matériel dans ton sac, donc il faudra bien qu'on le récupère et ainsi de suite. Tu vois, on avait discuté de ça aussi. Ouais. Voilà. Mais comme de toute façon, c'est sûr qu'on voulait limiter l'abandon, on n'avait pas de rythme de course, donc on avait dit on pousse, comme je disais tout à l'heure, les barrières horaires, on finit à 3 quoi. Tout ce qu'on peut faire, enfin, l'objectif c'est de finir à 3 quoi. Voilà, bon, on n'a pas réussi, malheureusement. Puis c'est fou l'anecdote que tu racontes sur le fait que d'un coup, tu vois, au moment où tu prends conscience que c'est fini, que faire 5 mètres de plus, c'est une épreuve, alors que 2 minutes avant, tu cavalais, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Bah ça voilà, c'est le psychologique, bah, je sais que ça, on en parle souvent dans le milieu, dans de ces courses-là, mais là, il a un effet, c'est sur le corps, c'est fou quoi. De le vivre, c'est fou quoi. Après, c'est valable sur les courses. Hein. Des fois, t'as vu, tu finis ta course, t'arrives sur la ligne, je sais pas, la ligne d'arrivée. Je sais pas moi, le premier trail que j'ai fait, c'était un peu un défi un peu idiot d'ailleurs. J'avais fait l'éco-trail à Paris Ouais. et je l'avais fait en mode, j'avais jamais fait une si grande distance. Et puis, moi, je me dis ouais, C'est 80 kilomètres, non, c'est ça? ouais, il y avait 80 kilomètres, puis tu sais, c'est très très roulant quoi, voilà, mais c'était à l'époque je jouais au foot et au tennis, puis après j'avais une période un peu sans sport où j'entraînais un peu plus au foot, donc j'avais moins le temps et puis je m'étais dit il faut que je me lance un défi pour reprendre un peu l'activité sportive correctement. Et j'avais fait cette course-là sans préparation. Et donc j'ai fini à mon rythme, tranquillement, vraiment, je voulais juste terminer, donc j'ai trottiné tout le long et je termine la course, tu passes la ligne d'arrivée et après il fallait aller chercher mon sac de repli à 300 mètres, j'arrivais même pas à y aller. Je sais plus qui allait me le chercher, je pouvais pas y aller alors que 2 minutes avant je courais quoi. Ça Ouais. c'est alors après franchement j'ai pas fait le fainéant, j'avais envie d'aller chercher mon sac mais je pouvais plus aller le chercher quoi. C'était la même chose. Bah en plus à la pételle c'était un autre niveau parce qu'il y avait la déception et tout mais on était au refuge au refuge de la au refuge de Balme. Non, je dis une bêtise. Bah bref le refuge qui est en bas, ah moi je retrouve plus le nom, bah, qui est sur le sentier de la Croix du Bonhomme entre les Contamines et la Croix du Bonhomme. Et le gardien avait laissé une salle ouverte, d'ailleurs c'était très sympa de sa part. Et nous les filles nous attendaient ici en fait, parce qu'on revenait dans la partie française, donc sur le suivi il y avait la femme de Thibaut et une copine Marine qui était là et en fait elle nous attendait ici et dans cette salle là vraiment
quand on s'assoit, à aucun moment tu penses ne pas pouvoir te relever pour aller chercher ton sac, quoi. Le sac, Ouais, je vois ouais. toujours cette image-là du sac qui est à côté, où je crois, bah, c'est Mélissa, la femme de Thibaut, qui a dû aller me le chercher, ou je sais pas quoi. C'était vraiment comique, quoi, comme situation. Voilà, c'était un peu triste le moment, mais c'était, voilà. Bon, après, ça reste que du sport, hein, c'est pas très grave. C'est pas très Mais grave. j'allais te le demander parce que ça fait plusieurs fois que enfin, tu nous l'avais déjà raconté en off quand on avait fait cette petite soirée avec Brice et Xavier pour que tu nous partages un peu des tips. Donc, ça fait plusieurs fois que je t'entends raconter la phase de l'abandon et globalement ta course. Et ce que je trouve, ouais, impressionnant, c'est ta capacité en fait à finalement prendre du recul. Mais bon, c'était l'année dernière, donc peut-être que tu l'as digéré depuis, mais ta capacité à raconter tout ça, tu vois, de façon assez détachée, alors qu'on voit très bien que tu es passionné, enfin que c'est une course qui t'a marqué, quoi. Oui, oui, c'est vrai, ouais, ah bah, tu vois, par exemple, bah, je te disais, je me sentais pas légitime à parler de cette course-là, parce que je l'ai fait qu'une fois. Et je pense qu'il y a plein de personnes plus légitimes que moi. Donc, mais ce qui me poussait à, justement, à te dire que ça m'intéressait quand même de t'en parler, c'est que de parler de cette course-là, de parler de cette course, ça me fait plaisir. Tu vois, en fait, pendant 3 4 mois, alors c'est pas à cause de l'abandon, mais vu que, contrairement à d'autres courses, tu vois, par exemple, à la diagonale, quand tu finis la diagonale, moi, mes collègues du boulot, par exemple, je n'en avais pas parlé, tu vois. Je fais pas de la publicité sur mes courses, tu vois. Je fais ça pour moi, donc je médiatise quasiment pas. Enfin voilà, enfin même pas du tout. Souvent c'est les copains qui font une page Facebook, je sais pas quoi, mais moi j'en parle pas. Et à la fin de la diagonale du TMB, les gens sont au courant. Toi, ils viennent t'en parler. Alors c'est passé comment, etc. On a vu que t'étais à la réunion, et la PTL, en fait, personne connaît, donc tout le monde s'en fiche, quoi. Ouais, Tu t'en parles, je veux dire, tu fais pas ça pour la gloire, quoi. Les gens ne comprennent pas, en plus, ceux qui n'ont pas vécu les choses. Pour eux, ça a pas trop de sens, tu vois. Si t'es pas dans ce milieu-là, tu vois pas ce que ça représente, toi. Puis même, en fait, finalement, 250 km en une semaine, c'est pas si bien que ça, tu vois, quand tu regardes, puisque l'UTMB, tu l'as fait en 30, moi, je l'ai fait en 33, tu vois, 33 heures. Donc, bah, finalement, 300 km, c'est le double. Pourquoi t'as mis autant de temps, tu vois, tu vois, ouais, c'est pas, voilà, les gens, se rendent pas toujours compte. Donc, c'est vrai que, bah, moi, je trouve que c'est une course, c'est une course qui est tellement hors norme que moi, jusqu'à Noël, alors abandon ou pas, hein, j'y pensais tous les jours. Tous les jours jusqu'à Noël, je passais pas une journée sans y penser, à avoir des flashs et tout de la course et tout. C'est la première fois que ça me fait ça, quoi. C'était hors norme. Alors c'est peut-être lié à l'abandon aussi, puis au contexte de la course, de la manière dont on a été arrêté. On a été arrêté dans le sprint final à 30 km de l'arrivée, sur une partie qu'on connaît très bien, sur la partie la moins technique de la course. Donc c'est sûr que ça a dû créer un peu tout ça, mais ouais, au début de toute façon, j'avais pas de déception parce que quand j'ai été arrêté, donc bah, pour raconter un peu vite fait l'histoire, c'est pas la course qui nous arrête, c'est que ça faisait 3 jours que j'étais malade, que je toussais et que je cherchais des solutions pour me soigner, mais il n'y a pas de médecin sur la course, il n'y a pas de suivi. Donc j'ai demandé des conseils sur les bases de vie. Franchement, je n'essayais pas de m'échapper parce que j'ai vu qu'il y avait un souci et voilà, je voulais des conseils, quoi. Donc en Italie, bah, je suis tombé sur une infirmière italienne sympa qui essayait de me conseiller, mais elle n'est pas médecin, elle m'a pas ausculté. Il y avait une médecin, Anne-Charlotte, je crois, ou Marie-Charlotte, très sympa à- sur la deuxième base de vie, mais qui n'avait pas son matériel. Elle n'était pas là pour ça, elle était là pour faire les tests Covid. Donc nous, par respect pour la course, je fais un test Covid parce que je toussais depuis. Donc je lui fais un test et je lui dis bah qu'est-ce que t'en penses? Je tousse comme ça depuis 2 3 jours, on n'avance plus du tout. Enfin, à la fin, on avançait à 250 mètres heure en dénivelé. C'est waouh, au col au col du Petit Saint-Bernard. Il y avait des randonneurs, tu sais, parce que c'était le samedi, donc c'était une journée de randonnée. Et puis là-bas, c'est un site qui est prisé des randonneurs. Et il y avait des randonneurs, tu vois, débutants qui me doublaient dans la montée, quoi. ah ouais, Même si ça faisait une semaine, c'était comique, on rigolait. La première montée, elle est facile en plus, il y a 500 mètres, elle est vraiment facile sur un sentier vraiment très roulant. Et j'ai dû faire une pause, enfin, tu vois, ça faisait quand même 3 jours que ça allait de moins en moins bien. Donc je l'ai fait un peu vite, quoi. Je me suis mis à tousser dès le mercredi, puis j'arrivais pas à me soigner. J'ai pas vraiment, au début, j'ai cru que c'était une petite bronchite ou je sais pas quoi. Et puis en fait, ben, en arrivant, Mélissa, elle est médecin en fait, c'est la femme de Thibaut, elle était inquiète pour nous. Nous, on demandait voilà, j'ai appelé mon médecin de famille, savoir ce qu'il en pensait, mais lui il me dit, bah, qu'est-ce que tu veux, je peux pas t'ausculter, je sais pas ce que t'as, quoi. Donc on tente 2 3 trucs avec la pharmacie, mais ça marche pas trop, et puis voilà. Mais bon, on a vu qu'on allait terminer dans les temps, donc on se dit, bon, on va terminer. Et puis moi, je disais, bah, j'avance plus, mais ça va, quoi, voilà. J'étais obligé de m'arrêter, quoi. Je faisais 25 30 pas dans les grosses montées, et je m'arrêtais. Je ouais. reprenais mon souffle, 30 pas, je m'arrêtais, voilà. Donc on est basculé dans le classement, quoi. Mais ça, c'était pas très grave. Et on a vu qu'on allait arriver. En fait, quand au refuge là où on recroise les filles, en fait, elles m'auscultent. Et puis là, en m'auscultant, elle se rend compte que, et elle me dit, bah non, mais là, t'as 78 de saturation,
ça crépite et tout. Voilà, t'as sûrement une embolie. Enfin, c'est terminé. Après, les deux filles, elles ont beaucoup de caractère. Elles nous ont pas trop laissé le choix, j'avoue. On a essayé de leur dire que, bah non, on s'est isolé avec Thibaut, on s'est mis dans la salle, on a dit écoutez les filles, c'est pas votre décision, c'est la nôtre. Et puis en fait, quand elle m'a donné les risques possibles bah, au col du tricot, elle m'a dit bah ouais, il peut ne rien t'arriver, mais tu peux avoir faire une crise cardiaque, faire une embolie, faire un machin. Elle m'a sorti trois quatre trucs que t'as pas trop envie d'avoir. Et puis bah comme j'ai deux enfants, je suis marié, j'avoue il y a quelques années, j'étais un peu plus idiot, je pense. Je pense que j'aurais terminé. Et puis là, ça a impacté Thibaut, mais ouais, la décision, elle était facile à prendre. D'ailleurs, elle s'est pris sans. Enfin, j'ai discuté avec Thibaut. Lui, Thibaut, il était presque. C'était pire que ça. Lui, il était triste. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 3 jours? Lui, il a vu que ça faisait 3 jours que j'étais comme ça. Il me dit, mais en fait, on aurait dû arrêter avant. C'est moi qui aurais dû prendre la décision. Tu vois. Donc, en fait, même lui, il voulait arrêter aussi. Et puis finalement, je suis parti même en hélicoptère, tu vois, avec le PGHM, parce elle a même pas voulu que je reparte en marchant. Ce qui était marrant, c'était qu'on courait 5 minutes avant. Et Ouais. donc voilà, c'était la péripétie. Ouais. Donc on a arrêté vraiment, bah, ceux qui connaissent, voilà, c'est vraiment à la fin, c'était le sprint final, quoi. Donc ouais, j'aurais pu. Alors j'avoue qu'après, là, je fais celui qui est pas déçu, hein, mais au début, j'étais pas déçu du tout parce que c'était un aléa. Après, moi, j'aime bien comprendre, essayer de voir aussi pourquoi ça m'est arrivé. Et comme j'ai pas trop trouvé de réponse, et puis avec le temps, c'est marrant, c'est à l'inverse. Les premiers mois, j'étais pas, je pensais avoir pris la bonne décision. Après, j'ai quand même eu une période en novembre-décembre où je me suis dit, attends, la PTL, d'être à 30 km de l'arrivée de cette PTL-là, ça va peut-être jamais m'arriver à nouveau, hein, malgré le fait que j'espère bien la refaire. Mais je me dis, est-ce que c'était vraiment la bonne décision? J'ai douté, quoi. J'ai eu une période en novembre-décembre, je doutais finalement de ma décision. Je me suis dit, ah, c'est quand même idiot. Enfin, on était vraiment prêt, le risque était quand même faible. Tu vois, en fait, ça faisait 3 jours que j'avais les mêmes symptômes et qu'on a fait le Taou Blanc à 3004, le machin. Enfin, tu vois, ouais, je t'avoue que je suis passé par des moments où c'était épique, hein, mais je titubais, j'avais rien à faire là-bas, clairement, au-dessus à un moment. Mais vu que moi, pour moi, c'était banal ce que j'avais. En fait, moi, je touche jamais, donc là, pour moi, je me suis dit, oh bah tiens, ceux qui ont des bronchites, ça doit être ça, tu vois. Je me suis pas dit que Ouais. c'était grave. Si j'avais su que c'était grave, d'ailleurs, j'aurais arrêté avant, parce que moi, je suis pas jusqu'au boutiste là-dessus. Ouais. Et donc voilà, donc bah tu vois, elle a pris la décision pour nous en arrivant, mais souvent je me dis putain, c'est dommage si la femme de Thibaut, si elle était boulangère ou agricultrice ou voilà, elle ferait un autre métier, ben on serait arrivé au bout, quoi. Je me dis souvent cette Ouais. bêtise-là. D'ailleurs, on en a reparlé ensemble, on a fait un petit repas de fin de PTL. On a mis du temps à en rediscuter, hein. Avec Thibaut, on s'est appelé qu'en janvier, tu vois, pour, Ah ouais. pour débriefer la course. Ouais, c'est marrant, mais pas, bah aussi parce qu'après tu reprends ta vie, il y a le boulot, etc. Et puis lui, il travaille en Suisse, donc on se voit pas si souvent que ça. Et toi, on a mis du temps. Par contre, on a passé 2 heures au téléphone. Ouais, c'était beau. C'était un bon moment. C'était un bon moment. Puis avec mon cousin, on Tu- en parle souvent, mais mon cousin, c'est vrai on a fait il a fait quand même une grosse journée, une nuit, mais c'est, on voit bien comme il a pas vécu la semaine, on n'a pas les mêmes échanges, quoi. Ouais. Mais bon, voilà. Après, ouais, tu vois, donc, si pour revenir à ta question, c'est sur la passion et tout, ouais, c'est, malgré la difficulté. Après, c'est peut-être aussi pour ça que je pense qu'à cette course, c'est que j'ai envie d'y retourner rapidement, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Tu parlais des flashs que tu as eu pendant un moment, tu vois, des souvenirs qui revenaient de la course. C'est quoi peut-être toi les 2-3 moments très forts qui t'ont marqué? Eh ben, ouais, je pense, bah, le moment, tu vois, après, je suis peut-être un peu influencé par un message de Thibaut de cette semaine, parce que cette semaine, il m'a envoyé une photo on est passé au col de la Grande Cessière, je crois que ça se dit, juste avant de basculer, donc là, de l'Italie. Il y a un petit passage, on revient en France, avant de repartir en Italie. Et ce passage-là, en fait, c'était jeudi soir. Et en fait, j'étais pas bien depuis le mercredi. J'ai commencé à être malade le mercredi dans la nuit, et ça s'est dégradé. Et en fait, le jeudi après-midi, j'ai eu une période. Alors, j'ai tenté de prendre un antibiotique à ce moment-là, un amoxicilline, parce qu'on m'avait conseillé, un médecin. Et donc, j'ai tenté. J'en avais pas beaucoup. J'en avais trois, j'en ai pris un, et ça allait mieux le jeudi après-midi. Donc, en fait, l'après-midi, c'est bien passé. Il faisait beau. Et au moment du coucher du soleil, on s'est retrouvé à ce col-là. Après qu'on passe sur le dernier glacier de la course, je crois. Oui, c'est le dernier glacier de la course. Parce qu'on en fait 4-5 dans la course. C'est les glaciers avec les mini crampons et tout. Ouais. Et donc bah là ils avaient posé une corde et on se retrouve au col là. Bon, Thibaut allait plus vite que moi évidemment. Déjà il va plus vite que moi quand je suis pas malade. Donc là quand je suis malade, je t'explique pas. Donc lui il m'attend au-dessus comme ça, je le vois assis au-dessus. Et on arrive au-dessus, on a une vue magnifique. En bas il y a le refuge du Ruitor. Bah, c'était une vue magnifique. À ce moment-là c'était un moment vraiment très très sympa. Ouais. Et au bout tu vois avec les galères et tout, ouais, c'était un moment vraiment spécial. Et après, ben, c'est sûr qu'il y a un autre moment il y a 2 nuits quand même, la nuit du mercredi soir et du jeudi soir, qui sont des nuits très très difficiles. La nuit du mercredi soir, on monte le Taou Blanc.
il faisait hyper froid. Ils ont aménagé, ils ont mis une main courante. Il y a un guide même qui est dans la montée et tout, parce que le Tao Blanc il est à 3480 je crois. Ouais, il devait faire au moins 10. Enfin, et puis moi je faisais que de tousser, que de tousser. Au-dessus je titubais, ça durait au moins 1 heure. Bah franchement là, maintenant que je sais ce que j'avais, parce que donc, finalement moi, le diagnostic c'est que j'ai pas eu une embolie, j'ai eu une pneumonie normale quoi. Ils appellent ça une pneumonie banale. Et donc j'étais là-bas et je titubais et tout, j'étais vraiment pas bien. Ouais, quand j'y repense, toi là, ça me met un peu des frissons. Mais sur le moment, je l'ai pas mal vécu. Je me disais juste que bah ouais, bah t'es cuit parce que la course elle est difficile quoi, c'est tout quoi. Ouais. En fait, à aucun moment j'ai pas eu l'impression. C'est pour ça qu'en termes de lucidité, Thibaut et moi on en a reparlé après, on n'est pas lucide. À un moment, quand on voit que nos allures elles chutent comme ça, divisées par deux, que moi je dois faire 30 pas, m'arrêter, 30 pas, m'arrêter. Tu vois, c'est que et quand on y repense maintenant, on dit mais vous êtes enfin les gens ils nous disent mais t'avais bien compris qu'il y avait un problème quand même. Je dis ah ben non, moi je me disais que la course c'était dur quoi, tu vois, c'était. Et donc ouais, ce moment-là ça m'a marqué. Puis la deuxième nuit, bah le jeudi soir, c'est le Mont Valaisan, ça s'appelle à peu près. Enfin un nom comme ça, il y a plusieurs monts. Et donc là, on ressort du refuge du Ruitor où bah, un moment très sympa. Hein, le mec du refuge, il ferme son refuge à 21h. Et on arrive à 20h30, on mange. Après, il nous propose, donc on a juste le temps de manger. Donc il ferme à peine plus tard et bien sympa quoi. Et puis il nous dit allez, j'ai une tente si vous voulez qui est dispo là, mettez-vous dedans. Ah, tu parles en fin de PTL. Si t'as un Ouais. abri et que tu dors pas dans l'herbe, c'est génial quoi. Donc tu vois, donc même d'ailleurs au plan du glacier aussi, on nous a proposé un moment de dormir à l'intérieur. Bah, tu vois, c'est là où on voit la solidarité qui est en montagne. Tu vois, lui d'habitude il les loue ses tentes. Tu vois. Et là il nous dit Ouais. allez vous foutre 20 minutes dedans. Donc on dort un petit coup. Et on repart, et franchement, on avait vécu un des meilleurs moments de la PTL avec le coucher de soleil juste avant. Et là, franchement, la nuit, elle a été. Enfin, d'ailleurs, on voudrait y retourner parce que c'était ultra difficile, périer toute la nuit, avec même au niveau de l'orientation, c'était compliqué. Et j'avançais plus du tout. Et Thibaut, il faisait que de m'attendre. Même pour lui, c'était une journée horrible, une nuit horrible. Et en fait, j'ai l'impression que la montagne, peut-être dans mes écrits, c'est ce que j'avais mis, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que la montagne, elle m'a avalé, elle m'a recraché le lendemain matin, quoi. C'est-à-dire que j'ai fini, mais lessivé Waouh. au col du Petit Saint-Bernard. Il fallait monter pour aller manger, il fallait monter les escaliers. Et ben, je pouvais même pas les monter d'une traite. Je faisais 20 marches, je m'arrêtais, 20 marches, je m'arrêtais. C'était, cette nuit-là, elle était. Donc là, ouais, ces deux moments-là ont été des moments très très difficiles. Mais après, par contre, il y a plein de bons moments parce que le moment où on a compris aussi on était sûr de finir, c'était à la Croix du Bonhomme. J'avais fini la dernière montée avant le col du Tricot que je connais bien, et on a vu qu'au niveau du timing, ça allait passer. Et on a eu un petit doute quand même au Petit Saint-Bernard. J'ai eu un moment vraiment, le seul moment où j'ai pleuré, toi, où vraiment j'étais triste et je me suis mis à pleurer d'ailleurs, c'est en repartant du Petit Saint-Bernard parce que j'ai vu que malgré la pause qu'on avait faite de 2-3 heures, j'avais pas du tout récupéré, j'avançais plus du tout. Et donc là, ça m'a pesé. Je me dis putain, je rêvais de cette course, ça fait 4 jours que je galère et j'aurais voulu vivre un peu quelque chose de différent, tu vois. Et le Ouais. seul moment où j'ai été vraiment frustré et que ça m'a frustré, c'est ce moment-là parce que tout le reste du temps, bah, je me disais j'avance moins vite, c'est pas grave quoi. Et en fait, là, au-dessus, au col, là, on a compris qu'on allait terminer la course. On était sûr de la terminer, quoi. On a vu que même en marchant doucement, on allait terminer avec nos allures. Et donc là, bah, c'était un autre moment quand même qui était très sympa, quoi. Et puis ouais, bah, ça fait 5 trucs que je te dis, mais et puis Ouais. non, mais le premier aussi, bah, le départ et puis la première journée à 3, tu vois, c'est le moment où on a pris le plus de photos et de vidéos. On n'en fait pas beaucoup, mais on a une petite vidéo où on est les trois, tu vois, on est tout content. C'est le premier soir, on a déjà fait une belle journée, hein. On est déjà monté à la pointe de Beauvert et tout, on est redescendu. On a déjà fait 2-3 000 au col du Colomb, puis là on est sur un petit glacier qui c'est le nom du glacier, c'est le glacier de Grand Désert, je crois. Et bah tu vois là c'est un super moment. On était les trois. Ouais, donc ouais, c'est quand même des moments quand même qui sont un peu qui étaient super sympas. C'est des moments épiques. Donc dans les flashs que j'ai, ouais, c'est souvent ces moments-là auxquels je pense. C'est vrai, franchement, enfin, j'ai plein d'autres questions, mais là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment impressionnant, je trouve, la capacité que tu as eue, tu vois. Enfin, je pense, c'est difficile de l'imaginer, mais être dans le dur pendant plusieurs jours et continuer à fournir un effort physique, enfin, même s'il n'est pas, qui est pas super intense dans le sens, c'est pas un sprint, mais qui demande quand même énormément d'endurance et de lucidité. Je trouve ça quand même assez fou, tu vois, parce que tu avais accumulé la fatigue d'avant, tu as la frustration qui arrive parce que bah, y a un abandon, vous n'allez pas au rythme que vous aviez imaginé, toi ça va pas, tu n'arrives pas à comprendre d'où ça vient, et malgré ça, tu dis que tu passes plusieurs jours encore sur l'épreuve, tu vois, et franchement, je trouve ça dingue, quoi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu down sur soit sur des courses, tu vois, mais à la journée, quoi. Enfin, à la journée, même pas à la journée. C'était des courses de 4 heures, tu vois, le marathon du Larzac. Ouais, Je sais pas, j'ai mis 4h30, quoi.
et j'étais dans le dur pendant 2 heures et c'était déjà horrible. Donc là, d'entendre, tu vois, ton récit où tu as passé des journées entières, des nuits entières en galère à tituber à 3004 et que malgré ça, tu as continué, enfin franchement, c'est hallucinant, je trouve, hein. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant, quand on en reparlait avec Thibaut et tout, toi, c'était, quand on échangeait, on avait à peu près le même sentiment, mais c'est vrai qu'en fait, l'espace-temps, toi, c'est pas le même, toi. Souvent, quand le temps, je veux dire, le temps, il est relatif, parce que, toi, quand on fait des fois, moi, je fais des petits formats, tu vois, là, samedi, je vais faire une course de 12 kilomètres, toi, des fois, je fais des plus petits formats où, eh ben, je trouve que des fois, mentalement, c'est bien aussi difficile, tu vois, c'est difficile, c'est très court, mais t'es en difficulté tout le long. T'es mal tout le long, t'es au rupteur tout le long, tu cherches la limite. Et en termes de plaisir, toi, c'est très court, mais c'est très difficile. Et je trouve que là, vu que le temps à la pételle, il est extrêmement long, et tu vis pas les choses de la même manière. C'est plus lent, mais à la fin, ouais, t'arrives à supporter les choses plus longtemps, mais sur une petite course, je les aurais peut-être pas supporté de la même manière. Toi, c'est bizarre, je sais pas si je Ouais. m'exprime bien, mais toi, tu vis pas les choses de la même manière. Et tu vois, moi, j'aime bien les récits d'aventuriers. Des fois, quand je lis par exemple les récits de, je sais pas, de Moitessier, de Mike Horn, etc. Des fois, tu vois, pendant 6-7 jours, il n'arrive pas à s'alimenter, toi, tu dis, mais attends, mais 6-7 jours, t'imagines ce que ça fait, ça, c'est, C'est clair. C'est et clair. lui, il raconte qu'il peut pas poser sa tente parce que, il faisait trop froid, etc. Et tu dis, mais attends, et en fait, ouais, ils le décrivent bien, ça, c'est vrai qu'en fait, le temps, il est vraiment relatif, et là, c'est tellement long que, ouais, tout va plus lentement, mais ouais, c'est vrai que tu acceptes une situation c'est vrai que quand on le dit comme ça, on se dit ouais, pourquoi on a accepté ça aussi longtemps, mais en fait, pareil, moi, en fait, j'avançais plus, mais j'avais pas de souffrance, tu vois. Peut-être que si j'avais eu des douleurs, toi, si par exemple si j'avais une douleur, je sais pas, musculaire ou un truc vraiment qui m'embêtait, mais j'avais pas ça, c'est juste que j'avançais plus et j'étais très essoufflé, quoi. J'étais comme si, ouais, quand t'essoufflé, mais en permanence, quoi. C'était un peu. Ouais. Mais par contre, j'avais pas de douleur particulière. Pareil sur la motricité, c'est intéressant parce que moi, des fois, j'ai rarement des ampoules, j'ai pas trop de problèmes de pied, mais j'ai quelques ampoules, tu vois, sur les ultras, sur les courses ou sur tous les formats qu'on peut faire. Tu vois, en ski de fond et tout, j'ai deux, trois ampoules. En ski de rando, j'en ai souvent. Et j'ai des échauffements aussi souvent, tu sais, pas mal d'échauffements, voilà, des petits soucis comme ça. Et là, sur la pételle, j'en ai eu aucun, tu vois. J'ai pas eu une ampoule. J'ai fini si j'avais pas eu la pneumonie, le lundi, j'étais chez moi, j'avais même pas une courbature, j'avais rien du tout, quoi. C'est Oh, tellement punaise. différent. C'est vraiment une randonnée, quoi, une randonnée très très longue. Alors après, par contre, je t'explique pas j'ai eu des problèmes qui arrivent après. Tu vois, j'ai eu des fourmis dans un pied pendant 3 semaines. Moi, je chope souvent des aftes. J'ai souvent des aftes à la fin des grosses courses. Enfin, tu vois que le corps, quand même, c'est pas non plus hyper sain, hein. Moi, je suis prof de PS et je milite pour l'activité physique, hein. Mais je suis persuadé que c'est pas non plus très très bon à la santé de faire ce genre de choses. C'est très bon pour mon psychologique en tout cas. Et moi, enfin, c'est une chose qui me tient, voilà, en éveil, qui me rend heureux, toi, de participer, de faire ce genre de choses. Par contre, voilà, en termes de bien-être, je suis pas, enfin voilà, un médecin en parlerait mieux que moi, mais oui, j'ai quand même eu après 3 semaines, un mois où, en plus des soins, parce que la pneumonie, en fait, j'ai dû retourner aux urgences une semaine après parce que j'avais des analyses qui étaient pas très très bonnes. Et puis j'ai eu peur à un moment que j'ai des séquelles. C'était ma hantise en fait. Je me dis putain, en plus d'avoir abandonné, ça se trouve que je vais avoir des séquelles au niveau pulmonaire et tout. Ouais. Et en fait, pas du tout. J'ai bien respecté la récupération. Et ouais, finalement non, j'ai vachement bien récupéré. J'ai à peu près je fais à peu près les mêmes temps qu'avant, tu vois. C'est pas Ok. brillant, mais ça marche quoi. Ça Et marche. ouais, c'est Sébastien Gérard qui me disait que lui, il a mis 1 mois à retrouver un sommeil à peu près normal. Ouais, Parce que pareil, tu vois, tu en as parlé, on a balayé un petit peu rapidement, mais moi, c'est vraiment un des points qui me terrorise, c'est peut-être un peu fort, mais où je me pose beaucoup de questions, tu vois, c'est la gestion du sommeil. J'ai jamais fait 4 heures de sommeil en 4 jours, tu vois. ouais, ouais. Donc, Ah, je crois que personne n'a jamais fait ça avant de faire la PTL, tu vois. ouais. Ou si, les méga stars qui font ça en permanence. Non, mais oui, c'est vrai que c'est un aspect un peu nouveau. C'est un vrai paramètre à gérer sur la course, en tout cas. Et C'est un ouais, vrai paramètre à gérer. Après, voilà, c'est sûr que moi, comme j'étais malade, je t'avoue que j'ai pas eu de problème. Déjà, je dors très bien en général. Je dors très facilement un peu partout. Euh, moi, je me suis déjà entraîné. Et puis, déjà, j'avais fait pas mal de nuits dehors, hein. Comme je disais tout à l'heure, je suis parti au Groenland, en Islande, un peu sous ces formats-là. Donc, avec des copains qui, eux, faisaient ça régulièrement. Et moi, j'avais pas du tout cette habitude-là. Je connaissais pas. Donc, tu vois, il y a quand même des choses sur la manière de gérer, rien à voir, mais sur la manière de faire son sac, sur la manière de comment tu poses ton matelas, à quel endroit tu le poses.
Donc là, où dormir, à quel moment dormir, tu vois. Et Ouais. j'ai pris quelques compétences comme ça. Moi, je suis pas non plus, je dors pas tous les soirs dehors, hein, loin de là. Je suis pas une star sur ce point-là, mais en tout cas, j'ai pas trop de problèmes de sommeil. Mais alors là, je t'avoue qu'avec la maladie, c'était presque risible. J'ai dormi à des endroits. Donc ouais, Thibaut, je pense, on a regardé hein, en cumulé, j'ai dû dormir 12-13 heures moi, et lui, il a dormi 8 heures. Ça veut dire que pendant 4-5 heures, il me regardait dormir. Je faisais des Ah ouais. micro-siestes. À un moment, je devais dormir. En fait, je faisais plein de micro-siestes parce que de toute façon, je faisais 200-300 mètres de dénivelé, j'étais cramé, donc j'étais obligé de dormir. Et donc je faisais 10 minutes et il me réveillait. Et lui, pendant 10 minutes, il arrivait pas à s'endormir, quoi. Et sauf que moi, j'étais capable de m'endormir au moment où je lui demandais de m'arrêter, c'est que vraiment que je pouvais plus du tout. Ouais. Et j'ai physiquement, au niveau du sommeil, et j'ai dormi sur un rocher, j'ai dormi sur un. Il y a un endroit, il a pris une photo où je dors sur un rocher. Si j'y retournais maintenant, je dormirais jamais dessus, hein. Mais c'était le jeudi soir dans la nuit. C'était une nuit que je racontais tout à l'heure horrible. Voilà. Horrible et finalement assez épique. Tu vois, maintenant, ça me donne le sourire d'y repenser. Mais, parce que je trouve ça marrant de vivre ça. Mais c'était là, là sûr que je dormais un peu n'importe où, quoi. Et donc, Ouais, ouais, ouais. après, il y a des équipes hein, qui gèrent bien ça. On envoie. Nous, au début, on avait dit on dort que dans les refuges. On avait fixé quand même surtout un programme, surtout en début de semaine. Parce que après, sur le reste de la semaine, tu subis un peu. Hein, de toute façon, tu fais un peu au mieux en fonction de tes camarades, quoi. Mais en début, on avait dit bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une nuit blanche la première nuit? Ou est-ce que, et on attend la deuxième nuit au refuge suivant? Tu vois, pour faire un peu comme sur les ultras. Sur les ultras, bah, moi, sur 2 jours à la diagonale, je dors pas, hein. Mais si j'avais fait une micro-sieste, tu vois. Et donc, on avait dit, bon, bah, allez, on attend la deuxième nuit pour dormir. Et puis finalement, on nous avait conseillé quand même que la course était longue. Et vu que nous, nos allures étaient assez suffisantes pour pas être embêtés par les barrières, et ben quand même de faire une petite sieste à la première base de vie à Rolla le mardi matin. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, en plus, le cousin, il allait pas bien. Donc, on l'a poussé un peu, cette sieste. Mais tu vois, on avait fait ce choix-là. Il y en a qui font un choix différent. Il y en a qui disent, bah non, on fait nuit blanche et on dort après, quoi. Et puis après, bah, micro-sieste. Mais il y en a qui gèrent bien. Il y en a, on les a vus en. Nous, souvent, on faisait des siestes quand on était fatigué, tu vois, genre la nuit. Mais sauf que le défaut de ça, en fait, c'est que bah, t'as froid, donc faut t'habiller Eh correctement. oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'étais malade. Genre, on n'a pas trop de réponses. Et en fait, il y en a par exemple qui dormaient la journée, tu vois. Ils faisaient une sieste par exemple après le repas du midi, parce que bon, nous on respecte quand même les horaires des repas. Nous on a essayé quand même de respecter pour garder un rythme biologique logique. Euh, c'est de respecter à peu près les horaires des repas. Donc on pourrait considérer que si le mardi midi, par exemple, tu fais un bon repas dans un refuge, et ben après il y a des gars ils se posaient dans l'herbe, tu vois, au soleil, parce qu'on a eu une bonne météo sur la semaine, on a eu la chance. On a eu de la chance d'avoir vraiment une météo qui était très très honorable, à part qu'il faisait froid la nuit, ce qui est plutôt normal en montagne, hein, même en août. Et en fait, il y en a qui dormaient dans les talus et tout. Et je pense à, peut-être si c'est à refaire, on ferait peut-être plus comme ça. Parce que nous, Ouais. souvent, on attendait d'être fatigué la nuit, et là, les nuits, enfin, voilà, les siestes sont un peu plus inconfortables, quoi. Ouais. Voilà, Nous, moi, c'est c'est ce un qu'on a choix. imaginé, ouais, dormir plutôt en journée pour éviter les gros écarts de température et rester actif la nuit s'il fait frais. Mais ouais, je t'avoue que le point des micro-siestes, enfin, on verra comment ça se passe, mais moi, ça me semble être un peu la clé, tu vois, Bah ouais. au final. Et donc, je sais que on le disait, tu vois, enfin, personne n'est habitué à ça. Moi, je suis quand même allé poser des questions, comme sur le podcast, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs commandos marines. Ah ouais, Eux, ils ouais. sont vachement Ah habitués bah à ce ouais, genre c'est ça. d'exercice. C'est une Tu vois, machine. parce qu'en fait, quand ils partent en mission, ils savent pas combien de temps ça dure. Généralement, ils savent même pas trop où ils vont jusqu'au dernier moment. Et ils savent pas s'ils pourront se reposer, ils pourront se relayer, etc. Donc, en fait, ils m'expliquaient que ils sont connus pour ça, les commandos, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont Ouais. 20 minutes de battement entre deux transferts. Les mecs, ils s'endorment en 30 secondes à la demande, quoi. Ah ouais. Et ils Et s'entraînent pour ça? ouais, ouais, ouais. En fait, ils font des techniques, tu vois, de cohérence cardiaque, de respiration, de relâchement musculaire, etc. Et ouais, ils s'entraînent. Bon, après, la particularité de leur sélection, c'est que le stage, il dure 9 semaines. Bon, là, on fait une petite parenthèse, mais tant pis. Ouais, très Leur bien. stage dure 9 semaines et Intéressant. ils dorment à peu près 4-5 heures par semaine. Euh, Bah, donc, d'accord. tu vois, Ouais. de suite, ils sont mis dans le bain, quoi. Et puis, ils sont tout le temps mouillés. Enfin, c'est tellement intense qu'en fait, biologiquement, ils s'endorment très, très rapidement. Il y en a un, il me disait, une fois, il s'est endormi, il avait une narine dans une flaque d'eau, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Ouais, ah bah Mais, en tout cas, c'est intéressant de s'inspirer de leur technique parce que c'est exactement ce qu'il faudrait arriver à faire à la et PTL. ouais, Ouais. ouais, Ah ouais, ouais, ouais. exactement, hein, Donc, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Après ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres hein, par ouais, rapport à ça. Voilà, après nous malheureusement on n'était pas. Moi, je suis sûr, j'ai la chance de pas avoir trop de problèmes pour trouver le sommeil en général. Thibaut était un peu plus inquiet, mais tu vois, Thibaut il s'est bien adapté, hein. Il a dormi 8 heures, franchement, il était d'une sérénité.
il avait quasiment jamais sommeil, alors que lui, on était plus inquiet. On pensait que ça allait être ça son problème. Parce qu'à l'entraînement, s'il avait un talon d'Achille, en tout cas, c'était ça. C'était qu'à l'entraînement, il avait plus de mal il se plaignait plus du sommeil, de la fatigue, etc. Aussi parce que bon, il a beaucoup de boulot et puis voilà, on avait des inquiétudes par rapport à ça. Il a très très bien géré, hein. Donc c'est vrai Ok. que c'est difficile à dire avant de vivre la Et course. oui. Mais ouais, lui, en tout cas, il n'y a pas eu de problème, alors qu'on pensait plutôt que c'était moi qui allais avoir aucun problème. Et finalement, c'est moi qui ai le plus dormi, quoi. Tu vois, c'est pour ça que tout est Ouais. différent. Écoute, on verra, mais ouais, moi, c'est peut-être un des points. Il y avait le point de l'accès à l'eau, mais bon, tu nous as rassuré là-dessus. Et c'est vrai que ce week-end, enfin, le week-end à Cham, là, on l'a vu, franchement, il y a de l'eau partout, donc ça, c'est cool. Mais bon, j'ai quand même en permanence mes 2 litres et quelques sur moi, parce que je bois comme c'est un truc de fou. Ah bah tant mieux, Mais, hein. l'autre point, c'est vraiment le sommeil. Donc, écoute, Ouais, bah après, on verra. sur l'eau, ouais, Loïc, de toute façon, je pense que vous avez vu aussi avec Sébastien, mais c'est vrai que bah, l'avantage de cette montagne, de ces montagnes-là, c'est qu'il y a de l'eau quasiment partout. Après, il faudra Ouais, faire attention au mois d'août. S'il y a eu 2 mois de sécheresse, il faut être vigilant quand même. Donc, ouais, peut-être que vous allez devoir être plus vigilant que nous on l'a été, parce que nous, il y avait de l'eau partout, quoi. Donc, en plus des refuges, on croise quand même beaucoup de refuges, de bases de vie, tu vois, donc on n'a vraiment pas eu de problème. Enfin, on n'a pas de problème de gestion de l'eau. Après, nous, on emmène ouais, toujours ouais, quand même. Moi, de toute façon, j'ai toujours des pastilles. Je l'emmène toujours des pastilles au cas où. Tu vois, des pastilles pour filtrer l'eau au cas où. ouais, Il y a des gourdes qui se font, il y a des choses un peu différentes. Enfin, mais c'est vrai que non, c'est pas un point si difficile à gérer. Un peu comme la bouffe finalement, parce que le sac de repli qui te suit sur les 2 bases de vie, bah, tu peux recharger toute la bouffe que tu emmènes, puis tu es quand même 2 ou 3. Donc, imagine, tu vois, s'il y en a un des 2 ou des 3 qui n'a plus d'eau, ben, l'autre il en a. Donc, toi, c'est ça l'avantage aussi d'être en collectif, quoi. C'est que tu as moins de ouais, pression quand tu es tout seul, quand même. Quand tu fais des trucs tout seul, tu as intérêt de tout avoir sur toi. Là, bon, comme t'es plusieurs, c'est quand même plus facile. Enfin, du moins, je ouais, trouve. ouais. Et donc, tu te retrouves rarement dans une position où plus personne n'a d'eau, plus personne n'a à manger, quoi. Donc, voilà. Mais bon, il faudra peut-être être vigilant par rapport à, ouais, les annonces à un été assez chaud. Donc, Ouais. à voir pour toi, mais Ouais, ça devrait quand je aller, vois quoi, ça devrait qu'il aller. il fait déjà 38 degrés demain à Aix, Ouais, ouais, ouais. en plein mois de juin, mi-juin. Vous allez avoir une PTL épique, Loïc. Ouais. Tu vas pouvoir nous Et raconter des choses exceptionnelles. ouais, en parlant d'épique, tu vois, sur ces 4 jours de week-end choc, là, on a eu, je t'en parlais en off avant qu'on commence, on a eu une journée au côté météo, c'était un peu dantesque, des vents à 135 km/h, pluie, grêle, et on était dehors à ce moment-là. Alors toi, je sais que tu disais que vous n'avez pas eu de mauvais temps sur ton édition, mais j'imagine que ça t'est déjà arrivé sur d'autres courses, d'autres sorties, d'autres expés. Comment est-ce que, typiquement, comment est-ce que vous auriez géré ou comment est-ce que toi tu gères ce genre, enfin l'aléa climatique? Ouais, bah alors. Est-ce que tu anticipes vachement ou tu vois, nous par exemple, on s'est couvert, on a mis les habits de pluie, il grêlait déjà quoi, donc on était déjà tous trempés. Ouais, trop tard, quoi, trop tard. Ouais. Et ouais, Après, moi, c'est vraiment, de toute façon, quasiment tout ce que je fais maintenant, c'est des gens qui me l'ont transmis, hein. Donc, c'est des conseils que les gars de chez moi qui sont plus anciens dans ces sports-là m'ont conseillé de faire. Moi, on m'avait dit, le premier ultra que j'ai fait, hein, j'avais fait le premier vrai ultra vraiment de montagne que j'ai fait, si on peut considérer, c'est la TDS. Et le conseil que m'avait donné Bino, qui est un gars de chez nous, qui organise le trail de Volo d'Haleine, qui est un gars qui est vraiment très impliqué dans le trail. Et bah, il m'avait dit, en gros, habille-toi avant d'avoir froid et déshabille-toi avant d'avoir chaud. Et, ouais, et soigne-toi avant d'avoir mal. Et moi, c'est sûr que ben, cette règle-là, je l'ai toujours respectée. Si j'ai un échauffement, par exemple, à une ampoule et que le refuge il est dans 5 km, tu vas me voir au milieu du sentier, je vais laisser 100 personnes passer devant moi, c'est ce qui s'est passé à l'UTMB, mais mon ampoule, je la sonne tout de suite. J'attends pas le refuge. Tu vois, s'il faut mettre la baisse, s'arrêter et accepter qu'il y ait 30 personnes qui passent devant, je m'en fiche. Je le fais avant. Donc c'est sûr que nous, là, par exemple, sur la PTL, on a eu 1 heure à peu près un petit orage, une espèce de pluie assez importante avec de la grêle. Bah, toi, très rapidement, on s'est habillé avant, quoi. On a anticipé pour pas être mouillé, dans nos sacs, on a protégé ce qu'il y avait dans nos sacs. Ça, je l'ai beaucoup appris en fait en baroud avec bah, les copains dont je parlais tout à l'heure, là au Groenland et en Islande, sur la gestion des affaires importantes. Tu vois, il y a des affaires que tu dois avoir absolument sec et c'est très très important. Bon, les pieds, c'est plus difficile, mais moi, j'ai pas trop de problèmes. Mais il y en a même pour qui les pieds, voilà, il faut que les pieds restent au sec pour pas avoir d'ampoule, pour avoir de problème. Et donc, voilà. Tu sais, en baroud, ils disent, en gros, tes journées, soit tu les passes dans tes baskets, soit tu les passes dans ton sac de couchage. Donc, en gros, il faut que ces 2 choses-là, faut en prendre très, très soin. Bon, après, nous, ouais, sur la PTL, les baskets, c'est difficile de le faire, ça. S'il pleut, de toute façon, t'as pas le choix. Et puis, le sac de couchage, on en a pas. Mais en tout cas, les affaires de rechange que tu as dans ton sac, ils sont quand même, enfin, voilà, tu dois quand même les protéger. Donc, bah, je sais que tu le fais, hein, mais
on met des sacs poubelles dans les sacs. Ouais. Moi, on a des grands ponchos qui prennent le sac plus le. Et donc là, ouais, sur la course, on les a sortis assez tôt, mais ça n'empêche pas, tu vois, de faire des petites bêtises. Hein, il y a un décolle avant le Taou Blanc là où avec Thibaut, il commence à faire froid. On dit allez, viens, on se change. Ouais, ça va, attends, viens, on se change au-dessus de la montée. On arrive au-dessus sur la crête et on décide de changer sur la crête. Tu vois. On aurait dit deux débutants, tu vois, deux Ouais, idiots. ouais. Quoi, tu vois, on était en plein froid et tout. On se cache derrière un rocher, ça marchait pas du tout. Ah, on a mis, tu sais, puis tu mets du temps à te changer parce que tu mets un collant en dessous. Enfin, moi, là, c'est la première fois j'emmène toujours les affaires obligatoires. Il n'y a pas de choix sur les courses. Mais j'ai jamais mis de collant. Je mets toujours un short. J'ai jamais mis de collant, un truc comme ça. Hein. Ah, bah là, sur la PTL, évidemment, il faisait entre 0 et -10 toute la nuit. Ah, bah, je peux te dire que j'ai mis toutes les couches que j'avais déjà achetées jusqu'à maintenant. Hein. J'avais tout sur moi. Il Oh. n'y avait plus rien dans le sac. Hein. Et pourtant, je suis pas frileux. Hein. On avait même les gants et tout. Les gants, j'en mets jamais d'habitude. S'il fait pas moins de -5, -10, même au ski de rando et tout, c'est rare que je mette des gants. Et là, on avait les gants, les bonnets, tout ce qu'on avait dans le sac, on l'avait sur nous. Hein. Donc c'est sûr sur le matériel. Et là, tu vois, ce coup-là, on se change au-dessus, au col. Les deux, on s'est regardé, on a rigolé, on dit, on est vraiment deux idiots. Quoi, tu vois. Faut jamais se changer sur une crête. Tout le monde sait ça. Quoi. Ouais. Donc toi, ça n'empêche pas de le faire, même si on a un peu l'habitude. Enfin, un peu, Ouais. je mets des guillemets. Quoi. Et tu vois, on a quand même fait l'erreur. Mais oui, en tout cas, c'est une gestion. Tu vois, sur la pluie et tout, on a pas. Enfin voilà, c'est la météo. Moi, je sais que plusieurs fois sur la course, je me suis dit toujours jusqu'à maintenant tout ce que j'ai fait, je me suis dit c'est faisable. Tu vois, il y a pas un moment sur, je sais pas, je vais prendre d'autres exemples de courses, mais tu fais, j'ai fait l'endurance trail des Templiers. Et bah, sur la course, il y a aucun moment où je me dis qu'est-ce que je fais là, j'ai rien à faire là, est-ce que c'est faisable si la météo n'est pas bonne. Je me dis que je vais le finir, tu vois. À chaque fois, je suis confiant, je me prépare pour ça et je me sens prêt Ouais. à le faire, tu vois. J'ai pas une grosse confiance en moi dans la vie de tous les jours, mais quand je fais des épreuves sportives, j'ai confiance en moi en général. Si je me présente, c'est que je me sens capable de le faire. Et là, la PTL, je me rappelle le mardi, je me fais une réflexion, je me dis, vu le parcours et les sentiers que c'était, je me disais, tiens, est-ce que c'est faisable de faire le même parcours s'il y avait plus tout le long? Et ben, tu vois, j'ai pas la réponse, je suis pas sûr, quoi. Tu vois. Alors après, Ouais. si c'est le cas, je pense qu'ils sortent les parcours de repli, mais ouais, je suis pas sûr d'être capable de faire cette PTL si on prend la pluie tout le long, quoi. Parce que Ouais. c'est vraiment voilà. Alors après voilà, comme je dis, hein, il y a les parcours de repli, je pense. En tout cas, ouais, ça amène un autre engagement, quoi. Voilà. Après, Ouais. Ouais. j'avais traversé tu sais, j'avais des questions, moi, notamment par rapport au début, quand je me suis lancé là-dedans, sur les orages et choses comme ça. Donc évidemment, bah, les règles classiques, hein, d'éviter les crêtes, de pas être sur les sommets au moment où il y a les orages et tout. Bah voilà, on avait quand même anticipé ça. Hein. On en avait parlé avec les autres, mais bon, si c'est de la pluie normale, de toute façon, il n'y a pas le choix, faut avancer. Hein. Tu vas pas. Si c'est un orage ponctuel comme vous avez eu ce week-end, par exemple, un énorme truc, bah là, faut te protéger. Donc là, on a l'abri de survie au cas où. Et puis moi, je sais quand je monte, quand je regarde, mais ça, c'est un peu l'habitude de la montagne l'hiver, c'est que j'essaie de voir un peu, tu sais, quand il y a du brouillard et tout, quand vraiment tu es dans une mauvaise posture, même si tu as le GPS pour l'orientation, j'anticipe en essayant de regarder un peu s'il y a des points dans la montagne où on peut se mettre à l'abri tu vois. Ok. Et donc donc des fois je regarde et je sais j'avais fait le GR20 il y a un peu tout seul il y a quelques années en préparation et tout, c'était un défi que je voulais faire. L'année de l'UTMB, j'ai fait ça. Et en fait, toi, je regardais un peu, à un moment, j'ai pris des orages, bah, à un moment, je regardais, bah, tiens, à ce moment-là, où c'est que je peux me protéger s'il y a vraiment un gros problème, etc. Tu vois. Et j'avais rencontré un guide là-bas, je lui avais demandé, bah, tiens, vous faites comment avec les orages? Et le guide corse, qui était très sympa, il m'a dit, ouais, tu fais rien, t'avances. Tu vois. D'accord. Donc, j'avais trouvé ça marrant. Il m'a dit juste, tu ranges tes bâtons. Bon, donc j'appliquerai cette règle-là. Mais en tout cas, Ouais. Ouais. si l'orage est trop gros, faut te protéger. Mais ouais, il faut essayer de pas trop rester sur les crêtes. Puis en plus, il y a une histoire de, tu sais, faut pas se déplacer. Le déplacement, en fait, crée justement crée en fait les phénomènes électriques. Donc ils disent qu'il faut Ouais. marcher et bah, si possible, si vraiment c'est grave et que ça se rapproche, bah faut se mettre sur son sac. Mais si t'es dans cette posture-là, c'est que t'as mal géré avant, quoi. Et puis Ouais. Ouais. l'avantage Ouais. à la PTL quand même, c'est rare que tu restes pas trop sur les crêtes quand même. Hein. Souvent, c'est tu bascules, tu passes des cols et tu bascules de l'autre côté. Donc voilà, bah, sur le parcours qu'on a eu en tout cas. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Et peut-être dernier point, tu vois, tu as parlé plusieurs fois de lucidité et tu nous expliquais que dans votre cas, il y avait un chef de groupe qui était aussi celui qui gérait la navigation, l'orientation. Au bout du quatrième, cinquième, potentiellement sixième jour, avec seulement 1 heure de sommeil par jour, la fatigue cumulée et tout, vous étiez vigilant du coup sur cet aspect de la lucidité. Est-ce que vous aviez des indicateurs que vous surveilliez? Est-ce que vous faisiez gaffe l'un à l'autre? Ouais, bah, Comment vous aviez anticipé ça? alors bah, en fait, on avait défini au départ hein, que on a tous, bah moi j'en avais pas au départ, hein, je suis pas trop connecté moi, donc j'avais pas de montre.
de montres GPS et tout, mais eux, ils avaient déjà des montres GPS. Donc, en fait, c'est quand même l'outil principal, hein. Le GPS, c'est vraiment pour sécuriser si vraiment on a un doute à un endroit parce que ça capte mieux. Mais en fait, le tracé est mis sur les montres et en fait, on suit la montre. On nous avait conseillé de faire ça et c'est vraiment le plus efficace. Après, comme garde-fou, on avait Iphigénie. Moi, j'utilise l'application sur mon smartphone Ouais. que j'aime bien, donc qui permet de sécuriser si à un moment on sort vraiment trop de la trace. Les montres GPS, souvent, elles ont du mal à la retrouver. Donc, il faut avoir donc on a le roadbook avec les cartes. Donc là, le roadbook, c'est obligatoire, tu es obligé de l'emmener. Et bon, j'avoue qu'on l'a pas assez utilisé, voire pas, ouais, enfin peu utilisé, voire pas assez peut-être, parce que pour analyser le terrain et des moments, on aurait peut-être dû plus le regarder. Mais en tout cas, pour l'orientation, on utilisait le GPS et puis le Iphigénie au cas où, mais franchement, on les a quasiment pas sortis. On les a pas sortis parce que Thibaut était vraiment très très à l'aise par rapport à d'autres équipes normalement. Bah tiens, la nuit, je racontais tout à l'heure, la nuit du jeudi soir avant d'arriver au col du Petit Saint-Bernard, il y avait des Italiens qui étaient avec nous, non, des Espagnols, pardon. Il y avait des Espagnols qui étaient avec nous et eux, ils ont jardiné toute la nuit, quoi. Moi, j'avançais pas du tout. On a fini ensemble le lendemain. Ils ont passé la même nuit que nous, alors qu'eux, évidemment, ils avançaient beaucoup plus vite. Mais ils ont tellement jardiné, ils sont tellement perdus qu'à la fin, ils ont dû terminer avec nous. C'est Thibaut qui les a, enfin, qui a fait l'orientation pour les deux équipes, quoi, pour nous deux. Ah ouais. Et parce ils y arrivaient pas du tout. Ceux qui y sont pas, enfin, il y en a qui étaient vraiment quand même en difficulté au niveau de l'orientation. Mais bon, ils ont terminé quand même, hein. Mais nous, Thibaut, il avait vraiment été très à l'aise. Il a même ramené des équipes sur le chemin plusieurs fois. Il était vraiment très à l'aise. Pourtant, il vient pas de la course d'orientation, mais il connaît bien son instrument, tu vois, il connaît bien la montre, il sait bien la gérer. Et franchement, il est assez attentif. Bah, tu sais, avec les vibrations de la montre, en fonction des changements de direction et tout, il y a quand même moyen avec ses montres. Tu vois, il a une Garmin, enfin, je sais pas si on peut faire de la pub, mais ouais, bref, il y a différentes montres. Mais toi, sa montre, il sait bien l'utiliser. Puis en fait, on en avait trois parce qu'on en avait chacun une. Donc moi, j'utilise ça maintenant en navigation. Même en montagne, c'était quand même une bonne idée d'en avoir une. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je l'ai acheté pour la PTL parce que c'est un budget, mais finalement après en sécurité c'est vraiment quand même Ouais, ouais. c'est vraiment très très intéressant. Et puis après bah ouais on verrouille ça avec Iphigénie et avec Iphigénie puis le GPS et franchement ouais on n'a pas fait trop d'erreurs, on en a fait quelques-unes, hein. On a perdu il y a une fois on a perdu une heure en montant un endroit, on s'était dit qu'on allait rejoindre le sentier. Tu sais c'est toujours pareil, tu fais une petite erreur. On était monté de 100 mètres de dénivelé, on dit ah ça fait chier de redescendre, tu vois. Alors que sur le temps de la course, tu es sur 100, je sais pas, nous on aurait pu finir en 140 heures, je crois, comme ça. Donc une heure, c'est rien, quoi, tu vois. Et en fait, on dit, ah, eh bien, on continue, on va le trouver. Puis au bout d'une heure et demie, tu dis, bon, bah finalement, faut faire demi-tour, quoi. Ouais. On était avec d'ailleurs, c'est le moment où on était avec l'équipe Kourou, là, tu vois. Et on a mis du temps à faire demi-tour, hein, et on l'a fait, mais par contre, par rapport à d'autres équipes, nous, on a perdu très peu de temps sur l'orientation. Par contre, on en a vu qui se baladaient, hein, je te le dis, voilà. Bon, après, comme il y a un bon état d'esprit, tu les vois qui se trompent, on s'appelle, hein. Mais en Ouais. tout début de course, tu sais, on est nombreux la première journée, t'es quand même, les équipes sont un peu rassemblées, t'es un peu tous au même rythme. Et tu en vois des fois qui partent à droite, d'autres tout droit, c'est assez marrant. Puis comme il y a du hors-trace, il y a des moments, faut être, tu vois, le risque, c'est quand tu es sur la trace. Par exemple, si c'est une partie qui est un peu balisée, le GR, il y en a très très peu, mais des fois, tu es dessus. Tu vois, à la sortie du refuge du Ruitor, par exemple, cette nuit-là, elle avait l'air compliquée en orientation. Bon, l'avantage, c'est que j'ai laissé du temps à Thibaut pour nous orienter, quoi. Comme il m'attendait, il avait du temps pour regarder la montre. Mais c'est vrai que là, j'ai vu qu'il avait, c'était un passage difficile quand même. Et voilà. Donc après, au niveau lucidité, franchement, il a bien géré tout le long. Mais je pense que ouais, il faut quand même qu'il y en ait un deuxième qui puisse sécuriser le truc. Et nous, on s'était dit quand même que s'il y avait un problème à un moment, enfin, qu'il fallait que, à l'entraînement en tout cas, on s'est assuré que on a pris toutes les conditions, par exemple, de voir qu'est-ce qui se passe si par exemple Thibaut abandonne. Tu vois? Est-ce qu'un de nous deux avec lui, est-ce qu'un de nous deux est capable de gérer l'orientation? Donc à un Ouais. moment, nous, il fallait qu'à l'entraînement, on dise bah ouais, faut qu'on soit capable les trois de gérer l'orientation. Après mon cousin, lui, il disait bah non, bah, de toute façon, il y aura soit toi, soit Thibaut. Donc en gros, moi, je dis bah non, parce que si par exemple on n'est plus que deux et que le deuxième il va pas bien, eh ben Ouais. faut que ce soit toi qui gères. Donc tu vois, en gros, faut que les trois soient capables de gérer. Et donc voilà, donc c'est sûr que sur l'orientation, on a été plutôt bah, je t'avoue, même d'ailleurs à l'entraînement, un mois et demi avant, on avait décidé d'aller repérer des parties de la PTL. Et puis avec le Covid, c'était difficile de faire des transferts en Suisse, en Italie. D'ailleurs, ça nous a un peu mis en difficulté parce qu'on n'a pas pu repérer les débuts de la PTL qui était vraiment bah, la partie jusqu'à Rolla qui était très difficile. Et enfin, même d'autres parties d'ailleurs qui n'étaient pas simples. Et donc en fait, on est resté en France, donc on n'a pas pu repérer. Et en fait, on a été conforté parce qu'on a vu qu'en termes d'orientation, quand on traçait un parcours sur la carte, on n'avait pas de difficulté à le suivre avec les montres. Donc en Ok. fait, on s'est dit bon bah repérer la PTL, si c'est pour l'orientation, on n'en a pas besoin.
Mais en fait, finalement, la repérer, c'était pas pour l'orientation qu'il aurait fallu la repérer un peu plus. C'était pour se rendre compte du niveau d'engagement et du niveau Ouais, ouais. de technicité des sentiers, quoi. Ok. Ouais, l'orientation, ouais, je réfléchissais, tu vois, peut-être à faire un petit week-end formation, course d'orientation, parce que lire des cartes et me repérer, ça va, mais bon, ça c'est vraiment le truc vraiment hyper basique, tu vois, m'orienter avec une boussole et autres, prendre des points. Ouais. Bah, après, Bon, donc, Loïc, t'as l'air, ouais, je crois que tu gères pas mal les montres, les GPS, le côté connecté, non? T'es assez. ouais, mais tu vois, moi j'ai lu pas mal de retours justement, alors de gens qui font des trucs beaucoup plus engagés que ce que je fais, mais et qui ont fait une traversée du Svalbard, ce genre de choses, qui disaient qu'en fait ils comptent jamais sur le matos, parce que si le matos se Ouais. plante et que t'as pas les compétences, bon, sur la PTL ce sera pas le cas, mais eux avec ce qu'ils font, ils sont potentiellement vraiment en danger, quoi. Donc Ouais, ils ont raison, hein, ils ont raison. et c'est Après, un truc que c'est j'ai vrai que là, retenu, tu vois. c'est du suivi de trace. Moi, je sais que Ouais. en préparation justement de la PTL, je me suis inscrit au club de course d'orientation d'ici. Ah ouais, ah bah Euh, voilà, tu vois. donc je m'étais inscrit, mais j'ai pas fait, attends, j'ai fait 10 séances, hein. Mais en tout cas, les 10 séances, eux, ils sont hyper spécifiques sur rechercher un azimut, tirer un azimut, ils font quasiment que ça avec Ouais, la boussole. Donc c'est quand même bien de le faire, mais par contre, ça, c'est vraiment très technique orientation. Là, on est quand même sur un suivi de trace GPS et sur une lecture de roadbook de carte hygiène assez classique. Mais bon, ouais. c'est celui qui a jamais lu une carte hygiène. Ah oui, oui, ouais, Déjà, ouais. ça veut dire qu'il a rien à faire sur la PTL, tu vois. Il faut, voilà. Mais non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'être hyper spécialisé. Mais alors moi, je sais que je l'avais fait, mais oui, j'ai pas, on n'a pas tiré d'azimut sur la course, clairement, hein, Ouais, ok. c'est pas les mêmes techniques, quoi. Mais par contre, ouais, Ouais. par contre, le côté connecté et tout, puis ouais, le fait de savoir utiliser comme une boussole, c'est quand même, oui, c'est voilà. Après, nous, c'est qu'en montagne l'hiver, la boussole, elle nous sert énormément. Donc, enfin, moi, je sais que je l'ai déjà sorti plusieurs fois dans le brouillard et tout, donc c'est mieux de savoir l'utiliser quand même. En effet, ouais, en effet. Ouais. Oh là là, punaise. T'as répondu à tellement de questions, mais en même temps, il y en a tellement d'autres qui sont sorties. Et je crois que cette course, elle est à la fois fascinante et terrifiante, quoi. Ouais, ouais, C'est plus, plus, c'est vrai que plus j'en découvre, tu vois, ouais, plus je t'as me bien dis résumé. punaise, mais dans quoi on s'est engagé là. Alors, tu vois, tu vas te régaler. Moi, je suis pressé Mais d'avoir, et surtout pressé d'avoir votre compte rendu à vous. Tu vois. ouais. Déjà que j'ai envie Bah d'avoir vos comptes écoute, rendus d'entraînement. Donc, imagine que ça va être dans votre, vous allez faire la ouais. course. J'espère qu'il y aura un petit suivi. Ouais. Bah écoute, on te fera ça. Et Avec grand peut-être plaisir. pour, tu vois, pour terminer sur une note un peu plus perso, moi je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette course. En quoi est-ce que tu en es ressorti changé? Euh, bah, c'est un peu plus intime, mais en fait, moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la base, je pense pas que j'étais prédestiné à faire ce genre de choses. À part peut-être la diagonale, qui était vraiment un projet que j'avais depuis tout petit parce que j'avais vu des reportages et que ça me faisait rêver. Mais à la base, je pensais pas un jour faire des courses comme ça. J'étais pas trop montagne, moi, j'ai vécu 10 ans en région parisienne parce que pour le boulot, je venais d'ici, mais moi, j'étais pas un gars qui me baladait dans la forêt quand j'étais jeune et tout. Je venais du foot et du tennis. Tu vois, j'étais plutôt sportif que baroudeur, quoi. Et en fait, je le suis devenu avec le temps. Et en fait, moi, j'ai deux garçons. J'ai mon premier garçon qui, en 2016, atteint d'une maladie grave. Et donc, on a eu une période de 2 ans très compliquée, hein. Il va mieux maintenant, mais on a eu 2 ans très très compliqués. Et en fait, moi, de ces formats-là et ces courses-là, ça a été mon exutoire. En fait, c'était ma bouffée d'oxygène. C'est ce qui m'a sorti de la tête de l'eau, quoi. Il est tombé malade juste, toi, une année. Moi, à l'époque, je m'étais inscrit à la Saint-Élion avec des copains, mais j'avais pas prévu de faire autre chose. Toi, c'était le délire de copains, quoi. Et en fait, juste après, lui, il est tombé malade quelques mois avant cette course-là. Donc après, on a connu les hôpitaux pendant 2 ans. Et ben, en fait, moi, la TDS, par exemple, je l'ai fait juste avant qu'il ait une opération très très importante. Et pour moi, cette TDS, j'avais fait un lien entre la TDS Hmm. et son opération, la réussite de son opération qui était dangereuse pour lui. Et en fait, tout ce que j'ai fait après, c'était mon exutoire. Tu vois. Moi, mon entraînement, je le faisais avec une charrette, tu sais, les charrettes Tulle que tu vois souvent. Enfin, Ouais. excuse-moi, je donnais une marque là, mais et Non, c'est non, t'inquiète. tu vois, et moi, en fait, j'ai fait 70% de mon entraînement avec mon fils dans la charrette. Donc, en fait, il y avait une connexion entre nous. Moi, toutes les courses que je faisais, c'était des courses voilà, pour vivre, pour revenir un peu à la réalité et essayer d'avoir une bouffée d'oxygène dans le quotidien qui était un peu compliqué, quoi. Et donc, en fait, c'est né comme ça. Et tu vois, un peu, d'ailleurs, le fait que j'ai tenu 3 4 jours malade, bah, souvent, je me disais, ah bah, tu vois, parce que mon fils, en fait, il a des problèmes pulmonaires, donc il a une saturation qui est très, très faible. Et souvent, je me dis, la saturation 78, c'est une saturation que lui, il peut avoir à certains moments. Donc, en fait, quand moi, D'accord. je marchais, je me disais, ah bah, tiens, est-ce que c'est faisable de faire une PTL? Parce que c'est ce qu'on veut pour notre fils. Je veux qu'il ait une vie normale. Mais il a un handicap, il aura pas une vie normale. Mais souvent, dans la course, je me disais, ah bah, tiens, je vais faire la PTL avec la saturation de mon fils.
Tu vois, je faisais des liens comme ça, tu vois. Et souvent, la réussite de mes courses était liée à la réussite des examens qu'il avait ou des opérations qu'il avait. Donc, j'avais fait une connexion avec ça. Et c'est aussi pour ça que la PTL, le fait d'être en échec, je me suis rendu compte que lui, il allait beaucoup mieux, parce que c'est le cas maintenant. Parce qu'en fait, si ça avait été il y a 3-4 ans, je serais allé au bout. Parce que j'avais fait un lien entre sa vie et la Ouais. réussite de ses courses. Et là, le fait que j'ai arrêté 30 km avant, bah, finalement, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai bien vécu. C'était peut-être, bon, là, c'est une analyse psychologique à 2 balles, hein, mais c'est peut-être pas si négatif que ça, parce qu'en fait, si ça avait été il y a quelques années, c'est que lui, il allait pas bien, et j'allais aller au bout parce qu'il fallait aller au bout, tu vois. La TDS, je me rappelle que ce jour-là, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai failli même pas aller à la ligne d'arrivée parce qu'en fait, je m'en fichais. Ma voiture était garée à côté à 1 km avant la ligne d'arrivée et j'ai failli monter dans ma voiture directement, tu vois, à la fin de la TDS. Parce que de finir la course et tout, je m'en fichais complètement, tu vois. Ça n'avait rien à voir, tu vois. Bon, finalement, j'étais très content de la finir parce que ça m'a permis après de faire l'UTMB parce que j'ai eu des points, enfin, des conneries, quoi. Mais tu vois, sur ce moment-là, il y avait une connexion entre mon fils et moi. Et donc, ouais, ces courses-là, si je les ai fait, c'était pour ça. Et en fait, ça a fait naître en moi une forme de passion, tu vois, pour la montagne. Alors, moi, j'habite un peu loin, donc je mets 2 heures pour faire de la vraie montagne. Je vais un peu dans le Jura, mais pour faire de la haute montagne, bah, je fais de plus en plus d'alpinisme, de trucs comme ça. Enfin, je suis débutant, mais toi, je fais, les Dômes d'Émia, j'ai fait il y a pas longtemps, l'Aiguille du Tour. Enfin, je fais des trucs un peu d'ici et des trucs où je commence, mais la montagne, ça me passionne et je pense que c'est lié à ça, quoi. C'est lié à ce parcours-là qui fait que maintenant j'aime les efforts d'ultra-endurance, j'aime la montagne. Et voilà. Et un peu moins, c'est vrai, un peu moins les dossards, un peu moins les courses. Maintenant, j'ai envie de partager. Bah, tu vois, je pars la semaine prochaine, je vais 3 jours faire la traversée des Vosges, par exemple, que j'avais prévu depuis Ok. longtemps. Et ben, je vais la faire avec un autre cousin. Je voudrais qu'un copain qui m'accompagne. Tu vois, j'ai de plus en plus envie de partager des choses, tu vois, en montagne, à un rythme qui est peut-être plus lent, mais qui ressemble plus à un côté PTL, tu vois, dans le sens de la baroude et tout, parce que ça fait naître des trucs, ça fait naître des choses différentes, tu vois. Quand t'es en baroude comme ça, quand tu vis des moments spartiates comme ça, ben, les choses qui en ressortent, ce sont que des choses positives. Tu vois, en fait, Ouais. là, tu peux plus te cacher, tu peux pas, t'es plus dans le paraître, là. T'es dans les choses simples, là. T'es obligé de revenir à de la simplicité, manger, boire, avancer. Et tu vois, ça fait naître des choses un peu nouvelles. Et je pense que c'est ce qui me plaît maintenant. Je suppose que c'est ce qui me plaît, hein. C'est pour ça que c'est devenu une forme de passion, quoi. Et que je retournerai sur la PTL, évidemment, dès que je pourrai. Dès l'an Excellent. prochain. Dès Dès l'an l'an prochain. prochain, ouais. Excellent. Bah, franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, bah, je voulais te dire un grand merci, Vincent. On arrive au bout. Franchement, c'était déjà un super utile pour moi et je pense que ça le sera aussi pour Brice et Xavier parce que bah, voilà, on va faire cette course et c'est toujours chouette d'avoir des retours de gens qui. Voilà, tu disais même si tu as fait, si tu arrêté à 30 km de l'arrivée, pour moi, c'est comme si tu l'avais fini, quoi. C'était roulant, c'était technique à la fin. C'est Donc gentil, Loïc. voilà, les retours d'expérience comme ça, c'est toujours hyper intéressant. Et puis après, de façon générale, je pense que ça sera. Je pense que c'est un épisode qui marquera les esprits parce que c'est pas souvent que je pense que c'est peut-être la première épreuve aussi longue sur laquelle on échange sur le podcast. Et voilà, il y a tellement de complexité, de choses qui sont associées sur la gestion du sommeil, la lucidité, gestion d'équipe, l'effort, la douleur que, en tout cas, moi je retiens, il y a beaucoup d'enseignements que je retiens de cet échange. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça, Vincent. Merci à toi, Loïc. Merci de m'avoir permis de partager cette expérience parce que c'est un plaisir de le faire. C'est un plaisir de le faire. Et puis de partager avec quelqu'un d'aussi sympa que toi, c'est cool. Je vais te suivre avec impatience sur cette PT. Je me suis avec impatience. Bah, c'est Écoute, vrai, trop bien. vraiment, vu qu'elle me passionne, ça me passionne de suivre les autres, hein. Je lis Ouais. beaucoup de récits d'autres concurrents et le vôtre avec beaucoup d'attention. Eh ben écoute, on t'enverra tout ça. Et puis, qu'est-ce que je te souhaite? Je te souhaite une bonne préparation pour ta PTL de l'année prochaine alors. Ah ben voilà, avec plaisir, hein, avec plaisir. Et là, je m'inspirais de ce que vous avez fait vous. Et pour la Ça terminer, marche. bah, on fera l'inverse, hein. Ouais, ça marche. Je verrai, c'est toi qui me diras comment faire. Ok? Yes. Merci beaucoup, Vincent. À Salut bientôt. Loïc. Salut.